Bon matin, gang! Bon matin! Donc, bon lundi matin, 8 heures, c'est petit. Ce qui me fait rire, par contre, c'est que quand les filles, vous vous branchez, vous vous placez les cheveux. Alors que les gars, eux autres, prennent la tasse de café. C'est pas un peu différent. C'est juste une petite remarque comme ça en passant. C'est juste rigolo. C'est vrai que 8 heures le matin, je ne me rappelais pas qu'on avait des cours aussitôt au cégep le matin, 8 heures. Ça commence tôt. Donc, aujourd'hui, cours 2. Aujourd'hui, on va voir vraiment tous les éléments où on doit tenir compte lorsqu'on fait la sélection d'une prothèse auditive. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on doit tenir compte chez un patient parce que c'est sûr que si on était capable de placer la même prothèse pour tout le monde, ça serait d'autant plus simple. Sauf qu'il y a beaucoup d'éléments et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme je vous disais, la semaine prochaine, c'est la fête du travail. C'est pas pire, au Canada, on fête la fête du travail en ne travaillant pas. C'est bien, c'est un congé. Comme je vous disais, c'est comme ça qu'on va garder l'avance sur les cours. Fait que moi, je vais être capable de vous publier les cours une semaine d'avance. À ce moment-là, on va garder ce rythme-là, on va être beaucoup plus efficace. Maintenant, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Levez la main et puis je vais y répondre. Donc, on va aller au partage d'écran. Vous le voyez, le partage d'écran? Oui, c'est bon, cool. Parfait. Donc, aujourd'hui, cours 2. Vous allez voir, j'utilise beaucoup les chiffres romains, cours 2, 3, 4, 5, 6. Là, c'est une vieille habitude. Donc, vous allez le voir, le cours d'aujourd'hui. Donc, le plan de cours aujourd'hui, c'est caractéristiques globales du patient, l'anamnèse des questionnaires COSI et autres et les évaluations. Donc, rappel pour le travail long, les formations d'équipe, j'aimerais ça avoir ce soir 16 heures. Là, si vous êtes capable de me donner ça aujourd'hui vers la fin de la journée, là, ça serait bien. Pas oublier, vous avez votre premier laboratoire cette semaine avec Daniel, donc vous aurez eu comme 2 cours théoriques. Ce n'est pas très grave, étant donné que la semaine passée, c'était plus une révision. Vous allez surtout travailler fort probablement avec ce qu'on avait vu la semaine passée. Cette semaine, c'est plutôt de la théorie qu'on va voir chez les différentes caractéristiques des patients. En passant, si je parle trop vite, ça m'arrive, quand je deviens enthousiaste, je parle vite, n'hésitez pas à m'arrêter. Vous dites, d'ici la fin de la journée, sur le Zoom, je vais mettre les cours en ligne. Donc, vous allez pouvoir revoir les cours. J'ai enregistré la semaine passée, j'enregistre cette semaine. Donc, il va y avoir les enregistrements qui vont être disponibles. Donc, vous pourrez les revoir. Là, toute la session, je vais déposer les cours durant la journée au fur et à mesure et vous serez capable de les... Je vais les identifier comme il faut parce que vous allez avoir aussi probablement accès aux cours d'éthique et professionnalisme. C'est celui de 3e année. Vous avez assez de jobs comme ça. Tapez-vous pas ces cours-là. Ce n'est pas pertinent. Mais vous allez avoir accès aux cours en ligne, là, donc vous allez pouvoir les réécouter sans problème. Donc, principe de base, tout patient présentant une surdité bilatérale devrait apparaître dans les 2 oreilles. Ça va de soi. C'est la base même. Si j'ai une surdité des 2 côtés, on connaît les principes de privation sensorielle. Quelqu'un qui ne serait pas appareillé d'un côté alors qu'il y aurait une surdité bilatérale qui serait appareillable devrait l'être. Ceci étant dit, le principe de base, ça va bien en théorie, mais dans la réalité, les patients ont des attentes, les patients ont des besoins, ont des craintes, et comme audioprothésiste, on est là pour justement les guider à travers cette sélection-là pour le meilleur de notre connaissance et leur bien. Donc, évidemment, on connaît les avantages de la bilatéralité, de l'appareillage binaural, de la localisation sonore-spatiale, l'amélioration de la qualité sonore, la prévention de la privation sensorielle. Écoutez, il sort des études à peu près à tous les 3-4 mois où on connaît le phénomène de comorbidité au niveau de la surdité, de l'apparition tardive de maladies cognitives de type Parkinson, Alzheimer.
Donc, c'est sûr. Et d'autant plus que si on n'appareille pas des deux côtés lorsqu'on a une surdité qui est bilatérale, le côté non appareillé, bien évidemment, devient beaucoup plus paresseux et devient beaucoup plus difficile à appareiller. Et ça, on le voit d'une façon quand même assez fréquente. Évidemment, traitement du signal binaural dans les prothèses auditives qui améliore au niveau du bruit de vent, au niveau de l'effet d'émergence de la voix. Donc, c'est sûr que l'appareillage binaural va nous permettre d'avoir une bien meilleure efficacité. La sommation binaurale, donc la diminution du gain nécessaire lorsqu'on a une stimulation dans les deux oreilles d'à peu près de 2 jusqu'à 8 décibels. L'effet d'onde de la tête, donc atténuation de 10 à 15 décibels pour l'oreille contralatérale. Vous imaginez, on n'a qu'une seule prothèse d'un côté, la personne nous parle du côté non appareillé, mais c'est sûr que le message vient beaucoup plus faible de l'autre côté. Et évidemment, l'amélioration de la compréhension de la parole. On a quand même une amélioration. Le SNR, c'est Signal Noise Ratio, le ratio signal sur bruit, de 3 décibels au niveau de la parole faible et de la parole moyenne. Donc, c'est sûr que d'avoir... On a 2 oreilles, c'est pas juste pour porter des lunettes, porter des piercings ou porter des boucles d'oreilles. Ça a une utilité quelconque. La nature étant économe par défaut, donc si on avait besoin d'une seule oreille, on l'aurait probablement dans le milieu du front. On se trouverait trop de beau parce qu'on aurait été comme ça, mais la théorie de l'évolution, lorsque nos ancêtres, les primates, étaient sur Terre, on avait 2 oreilles, c'était pour la protection de l'espèce, de voir venir le danger et d'être capable de chasser et de se nourrir. Donc, on a gardé ça parce que ça a une utilité. Ça ne sert pas juste à vendre 2 prothèses auditives, mais ça a une utilité qui est quand même beaucoup plus importante que ça. Et rappelons-nous, si qu'au 18e siècle, la monarchie allemande, pas la monarchie, mais l'aristocratie allemande, l'aristocratie anglaise et française portaient des monocles. Donc, ils ne portaient qu'un seul œil. Ça faisait chic, sauf qu'éventuellement, ils se sont retrouvés qu'avec une cécité d'un côté parce qu'on avait une privation sensorielle. On est quelqu'un qui a eu l'intelligence de mettre des verres dans les 2 yeux lorsqu'on avait besoin d'une correction visuelle. C'est la même chose au niveau de la correction auditive. Donc, notre travail devrait être simple. Finalement, 2 contours d'oreille, haut de gamme, accessoires, connectivité Bluetooth, rechargeable, tout. Puis, ça serait simple. Puis, c'est pas... Sauf que, oui, mais ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça dans la vie parce que les patients ont soit des appréhensions envers les prothèses, ont des craintes. Il y a des gens chez qui, oui, ce n'est pas un problème, de plus en plus, je vous dirais, mais on se retrouve avec différentes contraintes et qu'on va voir durant les prochaines minutes et durant les 2 prochaines heures. Au départ, il y a un processus de deuil. Bon, on connaît tous le processus de deuil. Si vous avez des cours en psychologie, ceux qui ont déjà fait des cours en psycho, on a toujours un processus de deuil. Ce processus-là est toujours le même, peu importe, que ce soit pour... Un processus de deuil va pour un déménagement, va pour la perte d'un animal, pour la perte d'un être cher, évidemment, que ce soit pour la perte d'un emploi, que ce soit, mais pour la perte d'un sens, c'est le même principe. C'est que les patients ne sont pas tous rendus au même point lorsqu'ils arrivent dans notre bureau. On a un deuil, ils ont un deuil à faire de leur audition. Il y a des gens qui ont fait le processus au grand complet, mais certaines personnes, ce n'est pas le cas. Donc, le processus de deuil, on a toutes ces étapes-là, et on passe tous, soit plus ou moins longtemps à l'intérieur de ce processus-là. Donc, le déni, la colère, la peur, la tristesse, le marchandage, l'acceptation et l'apaisement. Donc, on vient avec la perte. Donc, oh non, pourquoi ça m'arrive? La colère, la peur de ce que c'est, la tristesse. Il y a des gens qui vont passer extrêmement rapidement à travers à peu près les 4 premières étapes. Puis là, on vient au marchandage. Et souvent, quand nos patients arrivent dans nos bureaux, sont souvent à l'étape du marchandage. Est-ce que juste une, ça va faire? Souvent, ils vont se poser la question, même s'il y a une surdité dans les 2 oreilles. C'est beaucoup plus facile quand les gens sont à l'acceptation ou à l'apaisement, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur processus. Bon, je suis rendu là, j'en ai besoin. J'entends pas à la télé, mon chum trouve que je mets la télé trop forte, je fais répéter souvent, les enfants me crient après. Donc, quand ils sont rendus là, souvent, c'est beaucoup plus facile. Mais on va voir des fois des patients qui sont dans le déni. C'est pas, c'est les autres qui parlent pas bien, et ça, on va le voir souvent. Souvent, quand les patients sont, excusez le terme, sont traînés par leur conjoint ou leur conjointe. C'est ma femme qui trouve que j'entends pas bien. Le patient n'a pas encore, il a passé un test d'audition, il a eu les recommandations. Il y a tout ce qu'il faut, mais il est dans le déni. Souvent, lorsqu'il va être dans le déni, il faut l'accompagner à travers ça. Et souvent, il ne faut pas forcer. Parce que si on force, le patient va se rebiffer et étant donné que ça y prend déjà un certain nombre d'années avant de venir consulter, on est là pour les aider.
Donc, il faut toujours être capable de détecter où ils sont rendus dans ce processus de deuil-là, ce qui va faciliter notre intervention. Et ça, ce processus de deuil-là, on le voit à toutes les étapes. Donc, l'appareillage va se faire selon les besoins du patient, évidemment l'anatomie de l'oreille, c'est pour ça qu'on fait la prise d'impression, les capacités physiques d'un patient, un patient qui souffre d'un Parkinson important, il y a une amputation au niveau des membres supérieurs, des doigts, paralysie, arthrite, arthrose, pardon. Capacité cognitive, quelqu'un qui a quand même une problématique cognitive très importante, un Alzheimer important, on voit des patients qui ont quand même un certain âge, sinon un âge certain, voir des patients qui ont 90 ans et plus, c'est quand même assez commun, je vous dirais, c'est pas quelque chose qui est rarissime. Donc, c'est important. La surdité, plus la surdité est grande, évidemment, le modèle va être en conséquence. L'esthétique, quand même un truc qui est quand même assez important pour plusieurs patients. Je dirais plus chez les femmes que chez les hommes, mais on va le voir chez les hommes également. Il ne faut pas que ça paraisse. Il ne faut pas se sentir handicapé parce qu'ils vont voir, je veux dire, plusieurs d'entre vous portons des lunettes. Oui, quand on ne porte pas de lunettes, on trouve ça, on ne voit pas bien, puis on trouve ça dole, puis on trouve ça plate parce que si on aimerait donc ça, pas être obligé de porter des lunettes, c'est tout le temps sale, on les cherche tout le temps, on les a sur le dessus de la tête, il faut les remplacer. C'est pas, mais la surdité est perçue beaucoup comme un handicap de personnes âgées. Donc, on voit un patient qui a 50, 60 ans, il ne se sent pas âgé, il travaille, il est actif professionnellement. Donc, c'est sûr que la surdité, pour lui, peut être un handicap important. Donc, il y a ce côté-là aussi psychologique qui est important. Évidemment, les finances. C'est comme je disais dans la diapo, je dirais du haut de gamme, conto, Bluetooth, rechargeable pour tout le monde, ça serait bien. Oui, sauf que la capacité financière de chaque patient va être différente. C'est sûr que dans notre cas, on a quand même les programmes de la Régie d'assurance maladie qui vont aider, ceux de la CNESST au niveau des accidents de travail, au niveau des anciens combattants, pour ceux qui ont fait l'armée, pour ceux qui étaient dans l'armée, pour ceux qui ont des assurances aussi collectives où il peut y avoir un paiement. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même différentes facilités à ce niveau-là. Et il y en a qui n'ont pas de contraintes financières non plus. Donc, il faut le voir dans le large spectre. Évidemment, très important, je vous parle des red flags, on va être fatiguant avec ça. Un patient vient nous voir, il y a eu tous ses examens, mais on voit quand même une difformité visible de l'oreille externe, une accumulation majeure de cérumen ou présence d'un corps étranger, évidemment référence, un historique récent dans les 90 jours d'écoulement, de perte subite, des vertiges chroniques ou aigus, un historique de perte unilatérale dans les 3 derniers mois, douleur ou inconfort au niveau de l'oreille, puis un écart aérien osseux de plus de 15 décibels. Le dernier, j'y reviens dans quelques minutes, évidemment, la difformité au niveau de l'oreille visible, au niveau de l'oreille externe, évidemment, il a été constaté par l'ORL, c'est probablement suite à des opérations ou un accident. Donc, c'était constaté, c'est que nous, on devrait être d'autant plus vigilants lors de la prise d'impression. Évidemment, l'accumulation majeure de cérumen, si on n'est pas capable de l'enlever comme audioprothésiste, parce qu'on a certaines contraintes, on ne peut pas tout enlever d'un corps étranger, il faut référer. Parce que des fois, les patients vont venir nous voir, mais pas nécessairement tout de suite après leur examen. Donc, des fois, ils viennent nous voir 2, 3, 4 mois plus tard. Donc, il faut voir quand a été fait l'examen et si effectivement, on aura besoin de faire une référence. Quand on parle du dernier, un écart aérien osseux de plus de 15 décibels à 500, 1000 et 2000 Hz, c'est que si jamais vous faites un test d'audition en clinique et que vous voyez, que vous constatez cet écart aérien osseux, ou que vous faites une vérification d'audition chez un de vos patients qui est déjà appareillé et, oh, surprise, il y avait une surdité neurosensorielle pure, on se retrouve avec un écart aérien osseux, c'est référence automatique. Tous les cas que vous voyez ici et que ces gens-là n'ont pas été vus en ORL ou en audiologie, c'est automatiquement une référence. Vous ne faites aucun type d'intervention de type appareillage, de type réajustement de prothèse. Il faut absolument qu'il soit vu par l'ORL et ou l'audiologiste pour s'assurer d'écarter toute autre possibilité chirurgicale ou d'une maladie avant de faire une intervention. Et ça, vous devriez avoir ça dans votre tête tout le long de votre carrière. C'est pas... Écoutez, moi, ça m'est arrivé une patiente qui vient me voir un matin à 8 heures au bureau. Elle me dit, M. Pelletier, j'entends rien avec ma prothèse auditive, vérifie, pas de bouchon de cérumen, vérifie, la prothèse fonctionne bien, fait un test d'audition. Elle avait 25 décibels minimum à toutes les fréquences de perte qu'il y a à peu près un mois. Automatiquement, je l'ai référé à l'urgence en ORL et effectivement, c'était un cas de perte subite
injection de cortisone au niveau de la cochlée par l'ORL. Il y a eu une légère récupération, il m'a fallu refaire l'appareillage au grand complet. Et c'est notre travail de faire ça. Parce que ça a probablement évité à la dame de perdre complètement son audition. Si j'avais dit « Ah, c'est pas grave » ou « Pas de problème, on réajuste et tout ça », elle aurait probablement perdu son audition au complet et j'aurais commis une faute professionnelle très grave. Donc, gardez toujours en tête ce qui vous semble anormal, ce qui vous semble bizarre, n'hésitez pas à référer. C'est la plus grande prudence et de mise. On n'est pas médecin, on n'est pas là pour diagnostiquer, on ne diagnostique pas de toute façon. Oui, on a des connaissances en biologie, oui, on a des connaissances en anatomie et en pathologie, mais le spécialiste, c'est l'ORL, donc il faut faire les références en conséquence. Donc, quand on parle des besoins du patient, évidemment, on va commencer toujours avec l'histoire de cas, les questionnaires, l'expérience d'appareillage, les atteintes réalistes ou pas, les différentes allergies, les enfants ont des besoins particuliers pour le système FM à l'école et le lieu de résidence aussi. Le lieu de résidence est important. La personne, est-ce qu'elle vit encore chez elle, dans sa maison, en appartement, en résidence de personnes âgées, en CHSLD? Donc, le lieu de résidence est une information importante lorsqu'on va faire l'histoire de cas, d'avoir ce type d'information. Donc, voyez-vous, dans nos besoins, là, ils sont quand même extrêmement grands. Oui, Jessie, tu as levé la main? C'est quoi la définition de COSI? COSI, j'utilise toujours COSI. On va y voir à la fin, là, je les nomme toutes. Je me rappelle, c'est con, je ne me rappelle pas. C'est S, c'est scale. I, c'est. À la fin, on le voit, on les définit comme il faut, Jessie. Je vais le voir. J'ai toujours utilisé le mot COSI. J'aurais dû faire une révision hier. Je l'ai faite la semaine passée, mais je ne me souviens pas. Le matin, là, ça ne me vient pas, mais on va le voir. Dans le deuxième heure, on va le voir. On voit les différents questionnaires et on va le voir. C'est celui qu'on utilise. C'est Client Oriented Scale Improvement, je pense. Mais le I, je ne suis pas sûr. C'est vraiment, le COSI. En fait, ça peut être un questionnaire maison. On utilise le COSI parce que c'est un questionnaire qui nous permet de faire la priorisation des besoins du patient. C'est-à-dire que le patient s'exprime. Le patient va se commettre à l'intérieur de son appareillage. Pour vous, M. Pelletier, qu'est-ce qui est important pour vous? Ben, arrêtez de faire répéter ma femme, baisser la télé. Quand je vais au café avec mes chums, de mieux comprendre. Pas d'habitude, on va y aller jusqu'à 5 priorités. Donc, ça va nous permettre, et ça, on le fait pré-appareillage. Et lorsqu'on va avoir complété notre appareillage, donc au contrôle post-prothétique, là, on revient sur ce questionnaire-là et là, on oriente on oriente vraiment le patient sur les priorités que vous aviez mises au début, comment on les a améliorées, ça se quantifie en termes de pourcentage. Fait que souvent, le patient, il n'est pas certain, mais finalement, ça l'a amélioré 75% de plusieurs aspects. Ça lui fait prendre conscience que ça vaut la peine à ce moment-là. Donc, anatomie de l'oreille, évidemment, chirurgie. J'aurais dû le souligner en rouge, le mettre en gras, le mettre... toujours poser la question, est-ce que le patient a été opéré aux oreilles? Orientez toujours vos questionnaires sur les oreilles. Parce que si vous dites, avez-vous déjà été opéré? Là, le patient peut vous parler qu'il est opéré au foie, la vésicule biliaire, qu'il est opéré à la hanche, au genou. C'est vraiment aux oreilles. Est-ce qu'il y a eu une chirurgie aux oreilles? Et ça, à chaque fois qu'on voit le patient pour la prise d'une impression, on repose toujours la question. Je vous en avais parlé la semaine passée. Donc, historique d'écoulement, on regarde la forme du conduit auditif externe, est-ce qu'il est très arqué? Le pavillon de l'oreille, lorsqu'on fait l'autoscopie, la VCAE, on ne fait pas juste regarder à l'intérieur du conduit auditif, on regarde également le pavillon, puis on regarde derrière l'oreille. Des fois, derrière l'oreille, il peut y avoir une cicatrice. Le patient n'a pas nécessairement été opéré aux oreilles, mais il y a une blessure. Donc, ça peut devenir douloureux si on appose un contour d'oreille ou un RIC, par exemple. Donc, puis moi, honnêtement, ce que je fais, ce n'est pas pour flatter l'oreille de mes patients, mais quand je tiens leur oreille, je m'organise toujours pour mettre comme mes doigts derrière leur oreille. Donc, est-ce qu'il y a de l'espace? Est-ce qu'il y a de l'espace pour mettre une prothèse? Il y a des patients qui ont des oreilles qui sont extrêmement collées sur la tête. Et si on amène un contour d'oreille ou si on amène un RIC, aussi mince soit-il, on va amener un décollement du pavillon, puis ça peut faire quand même assez mal à la longue lorsqu'on place le cartilage dans une position qui n'est pas naturelle. Donc, cicatrice, on vérifie effectivement cicatrice. On vérifie également les différents piercings que les hommes et les femmes peuvent avoir au niveau de l'hélix, au niveau du tragus, au niveau de... ça peut devenir un peu plus complexe de prendre des impressions, surtout si la personne ne peut pas enlever son piercing, donc il faut faire doublement attention.
Donc, les capacités physiques, paralysie, quelqu'un au niveau de la dextérité, amputation, Parkinson, sensibilité des doigts. Il y a des gens qui ont une perte de sensibilité au bout des doigts. Ils ne savent pas qu'ils tiennent quelque chose. Ils le voient, mais ils ne le sentent pas. Arthrite, arthrose et les yeux. Il y a des gens qui ont dégénérescence maculaire, qui ont problèmes de basse vision, donc différents problèmes au niveau des yeux. Donc, pour nous, ça va nous guider par rapport à la grosseur du modèle, par rapport à la couleur du modèle. C'est capable de voir les contrastes. C'est déjà arrivé avec des patients qui avaient une très basse vision, mais étaient capables de voir les contrastes. Donc, on a fait une prothèse auditive, par exemple, un embout qui était de couleur transparente, puis on a fait un embout de couleur rouge. Donc, il était capable de voir le contraste, donc le rouge allait à droite et le transparent allait à gauche, par exemple. Faisons pas l'erreur de penser que quelqu'un qui voit les contrastes, de faire un bleu et un rouge, pour lui, ça va être pareil, ça va être foncé. Quelqu'un serait daltonien, par exemple. Donc, il faut valider ça. Dans notre historique de cas, il faut vraiment faire le tour de l'histoire médicale aussi du patient. Donc, évidemment, les capacités cognitives, souvent, c'est la famille qui va nous le dire, Alzheimer, déficience intellectuelle, ça demeure quand même un point important, dégénérescence, début de maladie d'Alzheimer, début de maladie de Parkinson, donc les capacités cognitives. On n'est quand même pas psychologue ou psychiatre ou neuropsychologue ou neurologue pour faire un diagnostic, mais souvent, on va le voir lorsqu'on va lire l'historique de cas que l'audiologiste va avoir fait. Mais souvent, chez des gens qui sont suivis, par exemple, au centre de réadaptation, mais il va y avoir un historique qui va être quand même très exhaustif. Donc, il faut prendre le temps de le lire pour s'assurer. Il faut prendre le temps de le lire pour éviter, de poser les mêmes questions à l'historique de cas que l'audiologiste a posé, mais nous, on va poser des questions souvent pour clarifier certains points. Donc, c'est quand même important à ce niveau-là, au niveau des capacités cognitives. Et on le voit de plus en plus. Nos patients, on voit des patients qu'on a appareillés à 5-6 ans qui fonctionnaient très bien et qui maintenant ont des problématiques d'Alzheimer, de dégénérescence cognitive importantes. Donc, ça demeure un côté important. Évidemment, la surdité, le degré, la symétrie, la forme de surdité, quand on parle de la forme, est-ce qu'on a une forme qui est relativement plate, on a quelque chose qui ressemble plus à une problématique comme on voit à l'écran, vraiment en haute fréquence? Est-ce que c'est neurosensoriel? Est-ce que c'est conductif? Est-ce que c'est mixte? L'IMDS est quand même important, l'identification des monosyllabiques dans le silence, parce que ça va nous permettre d'avoir un pronostic avec le patient qui va être beaucoup plus efficace. Quelqu'un qui a une IMDS de 96 %, donc qui répète pratiquement tous les mots, j'ai besoin de mettre du volume dans sa prothèse, on va faire quelque chose, ça va être un appareillage beaucoup plus simple. Quelqu'un qui a une IMDS bilatérale à 50 %, ça va être un peu plus tough. Il n'y a que 50 % du message qui est bien compris. La prothèse ne nous ramène pas à 100 %. Notre intervention va être faite à ce niveau-là. Je vais vous redonner contact avec le niveau sonore, mais il y a certains sons que vous ne comprendrez pas. Donc, notre intervention, et souvent, c'est des patients qui peuvent relativement bien le comprendre, mais souvent, ça va être la famille qui va avoir de la difficulté. Ils vont mettre en doute votre compétence. Mais là, si on achetait une autre prothèse, ça serait mieux, ça serait plus efficace. Et c'est là qu'il faut être capable de bien diriger les patients et leur expliquer à ce niveau-là la meilleure efficacité. Donc, il faut tenir compte de ça. L'esthétique est souvent le critère numéro 1 des patients, donc l'apparence, la couleur, la forme. Les femmes vont souvent nous dire « je ne veux pas une prothèse d'homme ». Je ne savais pas qu'il y avait un sexe sur les prothèses. Puis souvent, c'est les contours d'oreilles. Donc, les femmes veulent souvent des prothèses CIC, même si la surdité ne s'y prête pas. Et souvent, j'ai tendance à dire à mes patientes femmes, de leur dire « vous avez des cheveux ». Donc, souvent, ils ont des cheveux, même s'ils portent les cheveux plus courts, ils ne portent pas les cheveux courts comme présentement, moi, j'ai les cheveux très courts. C'est souvent pas très apparent. Ils ont les cheveux, souvent, ils vont s'attacher les cheveux un peu plus longs. Même sur les cheveux courts, souvent, ils ont les cheveux qui vont sur les oreilles. Donc, c'est beaucoup plus souvent, puis on va, évidemment, maintenant, avec les couleurs, on est capable de confondre ça avec la couleur des cheveux ou avec la branche de lunettes, par exemple. Donc, on est capable, mais il faut faire attention parce que pour nous, comme audioprothésiste, c'est le critère 829, l'esthétique, alors qu'on va aller vers beaucoup d'autres types de critères pour pouvoir sélectionner le bon type d'appareillage. Donc, c'est important. L'esthétique, il faut en tenir compte. Je dirais de moins en moins maintenant. Monsieur, au début de ma carrière, c'était très important parce que les contours d'oreilles étaient très gros. Mais moins maintenant parce que ça se cache quand même du RIC avec rechargeable qui est très petit, avec de la pile 312, puis avec une coquille ou un dôme, par exemple, qui va être très, très petit. C'est quelque chose qui est quand même
beaucoup moins apparent qu'on pouvait avoir par le passé. Donc, le modèle de prothèse auditive, selon les préférences du patient, l'esthétique, évidemment, pas compliqué, tout automatique, comme la voisine, sa sœur dans la pub, son voisin, son chum, pas cher. Ils connaissent ça, ils l'ont lu sur Internet. Moi, c'est déjà une patiente qui m'a astiné tellement que j'ai refusé de la servir. C'est marqué que Caroline, tu poses Caroline surprenant, l'IMDS est-il identifié sur l'audiogramme? Oui, l'IMDS, c'est le pourcentage de répétitions que le patient va faire lorsqu'on fait une liste de mots. Donc, si un audiologiste ne fait pas d'IMDS, il ne fait pas sa job, mais oui, il va toujours être indiqué sur l'audiogramme. Donc, pardon? Il est où sur l'audiogramme, justement? C'est ce que je regardais. Bien, normalement, sur l'audiogramme, tu vas voir, ça va commencer par MSP, SRP. OK. Et quand tu regardes, c'est vraiment au niveau des données numériques. Puis d'habitude, ça va être au bout, on va l'avoir. Souvent, on va avoir soit IMDS ou ça va être marqué pourcentage. Sans LL, sans lecture labiale, des fois, on va l'avoir avec LL, lecture labiale. Ensuite de ça, on pourrait l'avoir bilatéral. Des fois, les audiologistes, en tout cas, je demande aux nids chez nous, lorsqu'on a quelque chose qui est en bas de 60 %, de le faire bilatéralement. Parce que des fois, on peut avoir un IMDS de 50 à gauche, 50 à droite, mais de 68 lorsqu'on a la stimulation dans les deux oreilles. Donc, ça vient renforcer le fait que l'appareillage bilatéral va être performant. Ça va, Caroline? Oui. Oui. Je te faisais un pouce, mais tu me voyais. Non, ça va, c'est bon. Donc, évidemment, les gens ont accès, évidemment, comme nous tous, à Internet. Donc, ils vont lire beaucoup de choses. Il faut être capable de... Souvent, sur Internet, c'est de la publicité. Les manufacturiers vont faire de la publicité. Fait qu'il faut juste faire attention de bien orienter le patient. Parce que moi, c'est déjà arrivé une patiente qui est venue me voir et au bout de la course, je ne l'ai pas servie parce qu'elle mastinait. Elle ne voulait rien entendre. Je lui expliquais. Elle disait « Ah non, je l'ai lu, ah non, je l'ai lu, ah non, je l'ai lu, ah non, j'ai vu ça à la fin du cours. Ça a l'air que vous êtes plus connaissante que moi. » Puis je dis « Ça va être beau, vous pouvez aller ailleurs. » Puis c'est pas ça. À un moment donné, il faut lâcher prise. Là, le patient qui veut absolument avoir raison. C'est pas parce que j'avais nécessairement raison, mais elle voulait entendre pas des contre-arguments que je lui apportais, mais aucune des explications que je lui apportais. Puis là, d'autant plus avec le phénomène d'achat sur Internet, avec le phénomène de vente qui peut se faire chez Costco en Ontario, par exemple, ceux qui travailleraient dans l'Outaouais, vous allez être confrontés à ça, s'il y a des gens qui viennent de l'Outaouais dans la cohorte. Donc, c'est quelque chose qui est... les gens font venir ça par Internet. C'est des prothèses qui sont bien, c'est des prothèses qui sont souvent quand même relativement récentes, des patients qui les achètent aux États-Unis quand ils vont en Floride. Donc, il faut être quand même très, très ouvert par rapport à ça. Donc, puis être sûr de bien les orienter, c'est pas la pire chose qui peut arriver, puis ça m'est déjà arrivé que le patient achète quelque chose et ça ne convient pas du tout pour sa surdité. Ça, c'est un peu plus complexe. Non, c'est bien, tu veux m'en vendre et tout ça. Tu essaies de faire des ajustements, tu es capable de les faire, mais ça ne convient pas au patient. Donc, les préférences du patient, il faut y aller. Il y a des patients qui se remettent à nous sans problème, mais d'autres patients qui vont avoir tendance à vouloir contrôler beaucoup plus, fait que vous les accompagnez à travers ça pour être efficace. Donc, vous allez entendre régulièrement « Mon voisin a 2 prothèses, il en porte une, ça ne sert à rien. 2, ma belle-mère n'entend rien avec ses appareils. Mon frère laisse tout ça dans le tiroir. Mon grand-père portait des grosses bananes beige. Donc, puis moi, je veux quelque chose qui est invisible. Raymond, avec qui je prends mon café, m'a dit que, puis Thérèse, la voisine, m'a dit que. » Ça, vous allez entendre régulièrement ça. Il ne faut pas embarquer dans ce jeu-là parce que, on ne connaît pas son voisin, on ne connaît pas son frère, ce n'est pas notre patient. On ne connaît pas sa belle-mère. J'ai entendu dire que, on essaie de ramener le patient et de leur dire, je comprends ce que vous me dites, c'est difficile pour moi de vous donner une opinion. Je ne connais pas votre voisin, je ne connais pas sa surdité, je ne sais pas pourquoi. C'est difficile, donc il faut faire attention. Dans l'information qu'on donne aux gens, il faut toujours faire attention. Parce que ça, vous allez l'entendre régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est à tous les jours ou à toutes les semaines minimalement. Donc, et ça, vous allez l'entendre souvent dans le temps des fêtes. Vous avez votre patient, votre patiente que vous servez depuis plusieurs années et ils ont des enfants qui sont à l'extérieur de la région où vous travaillez.
Et là, à Noël, là, maman n'entend pas bien, là, je vais m'en occuper. Fait que là, tu te retrouves à refaire tout le counseling avec l'enfant qui vient de la région extérieure parce que lui a décidé que dans le temps des fêtes, il était pour régler les problèmes. Ça arrive au moins une fois par année. Et bon, la personne, quand elle est têtue, c'est tough. Quand la personne a quand même beaucoup d'ouverture, tu es capable de lui expliquer, c'est beaucoup plus facile. Donc, les finances, évidemment, je vous parlais des organismes payeurs, le budget du patient, achat, financement, location de prothèses, des bureaux offrent différents types de financement. Le budget du patient, c'est un peu complexe. Je dirais c'est assez. On ne demandera pas au patient combien vous voulez mettre pour une prothèse auditive. Parce qu'on va acheter une voiture et ils nous demandent ça. C'est pas un, ça ne les regarde pas. Puis deux, le patient, d'avoir son budget, c'est comme le patient pourrait vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de budget, qu'il sait que la régie d'assurance maladie paye, qu'il voudrait peut-être commencer avec une. Il faut respecter à travers ça. Mais de lui demander c'est quoi son budget, c'est un peu. C'est pas. Mais si le patient vous en parle, ce n'est pas une occasion de savoir combien il est prêt à mettre, mais c'est de savoir qu'il peut avoir un budget limité. Il peut être limité dans ses finances. Donc, évidemment, au départ, la première information qu'on a, c'est le profil auditif. Lorsqu'on prend le dossier dans notre pigeonnier le matin, on va voir le patient. La première chose qu'on voit, c'est son audiogramme. Donc, on sait quel type de surdité il a. Évidemment, le premier, l'audition normale, on ne le voit jamais. Mais c'est une surdité mixte, une surdité de perception, une surdité de conduction. Évidemment, dans notre tête, une surdité mixte ou une surdité de conduction va faire que ça va prendre plus de gains, ça va prendre une prothèse plus forte parce qu'on a une obstruction au niveau de la transmission, au niveau de l'oreille moyenne ou de l'oreille externe. Donc, ça va prendre plus de force. Ça va déjà nous donner une idée. Donc, là, ça prend un peu plus de force. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin toujours des seuils tonaux, des seuils aériens et osseux, et on a besoin du niveau d'inconfort, ce qui va nous permettre de déterminer quel est le champ dynamique. Donc, OK, j'ai besoin d'une prothèse avec beaucoup de compression. Mon IMDS, est-ce qu'elle est assez forte? Donc, déjà là, de se donner une bonne idée. Donc, le profil auditif est important. Évidemment, seuil de réception de la parole, niveau de confort, niveau d'inconfort, et l'IMDS unilatéral et bilatéral. Je dirais que ce n'est pas tous les audiologistes qui le font en bilatéral. J'ai un IMDS de 96 à gauche et à droite, j'en ai pas besoin. J'ai un IMDS de 48 à gauche et à droite, ça serait une donnée super importante à avoir. Est-ce que j'ai une amélioration lorsque je suis stimulé dans les deux oreilles, oui ou non? Ça serait quand même important de le savoir. Si jamais il n'est pas fait, ce serait une bonne chose que vous le fassiez. Je vais être honnête, là, l'IMDS bilatéral. Ou d'en parler avec les audiologistes à la clinique, de leur dire, peux-tu le faire, s'il te plaît? C'est pas plus long. Et puis c'est une donnée qui est quand même importante dans notre appareillage. Parce que si on a une asymétrie au niveau de l'IMDS, j'ai 72 d'un côté puis j'ai 50 de l'autre, est-ce que mon IMDS bilatéral va être défavorable? Donc, là, on pourrait se poser la question, est-ce que je fais un appareillage bilatéral ou non? Si je me retrouve en IMDS bilatéral à 60, bien là, je viens défavoriser mon oreille qui est bonne. Donc, c'est une donnée qui est quand même importante parce que si je ne l'ai pas, puis je fais un appareillage bilatéral sans avoir cette information-là, je pourrais nuire au patient au lieu de l'aider. Donc, c'est quand même important. Donc, j'ai besoin de mon tonal, j'ai besoin de mon vocal au niveau de mon profil auditif. Donc, c'est quand même important. Aussi, donnée super importante, est-ce que le patient a des acouphènes? L'intensité, est-ce que c'est dérangeant? Il y a des patients qui en ont que ça ne les dérange pas, mais il y a des patients que ça les dérange. Donc, notre intervention ne sera pas uniquement une intervention d'amplification, mais ça va être également une intervention au niveau des acouphènes. On a des prothèses auditives, entre autres chez Widex et chez Signia, qui nous offrent des masqueurs d'acouphènes qui sont extrêmement efficaces. Donc, on devra savoir orienter notre choix. Là, on est dans le cours sélection, c'est ce qu'on fait. Dans ma sélection, oui, j'ai une amplification à donner. Est-ce que j'ai un acouphène qui est dérangeant? Il y a différents questionnaires qui existent pour pouvoir quantifier l'acouphène. Si le patient dit non, ça va bien, je m'en débrouille assez bien, dans beaucoup de cas, l'amplification standard vient masquer l'acouphène. Il y a des patients qui viennent nous voir et ce n'est pas pour le problème de surdité, c'est pour la problématique d'acouphène qu'ils ont. Donc, il faut le garder en tête et c'est important de poser la question. Vertige. Est-ce qu'il y a des vertiges positionnels parce qu'ils lèvent trop vite ou il y a des vertiges régulièrement? Est-ce qu'ils sont apparus récemment? Si c'est le cas, c'est peut-être un cas de référence. Donc, évidemment, dans le profil auditif, là, on a vu, on a son audiogramme,
Là, on a posé différentes questions. Dans son histoire de cas, chirurgie récente, cavité mastoïdienne, tympanoplastie. Bon, au niveau des osselets, le patient, souvent, se demande une chirurgie au niveau des oreilles, il va nous le dire. Le diagnostic du médecin, la contre-indication, s'il y a un écoulement chronique, s'il y a des allergies, souvent l'ORL va l'indiquer. Des fois, il peut mettre une contre-indication carrément à l'appareillage. Donc, ça, c'est quand même important. Donc, la cause de la surdité, quand ça vient avec l'âge, on ne se pose pas trop de questions. Quelqu'un, c'est à la naissance, quelqu'un, c'est suite à une chirurgie, suite à un accident, par rapport au bruit. Est-ce que c'est par rapport au travail? Par exemple, un patient qui vient nous voir, qui a travaillé toujours dans le bruit, qui vient nous voir pour des prothèses, mais il n'y a pas eu de démarche qui a été faite à la CNESST, je pense que c'est important de le référer, c'est probablement un accident de travail. Quelqu'un qui a fait l'armée, qui était militaire, la même chose. Donc, c'est peut-être important, les programmes au niveau des anciens combattants, au niveau de l'armée et au niveau des forces armées, au niveau de la CNESST, sont quand même des programmes qui sont intéressants. Évidemment, là, je parle de sport, ceux qui font de la motoneige, de la chasse, de la tronçonneuse, qu'on appelle des surdités de loisirs. Ça peut être une surdité de type qui ressemble à de type professionnel ou industriel, mais parce que ce sont des chasseurs, parce qu'ils font de la motoneige, parce qu'ils font de la moto, parce que moi, j'ai un patient, lui, il a une terre à bois, puis il coupe du bois tout le temps, fait qu'il y a une surdité qui est quand même importante. J'ai vu un article en fin de semaine, de plus en plus, les dentistes souffrent de surdité de type industriel. Bon, vous allez chez le dentiste, puis l'espèce de bruit de fraise là, qui nous hante à chaque fois parce qu'ils vont nous fraiser une dent, ils vont nous faire un plombage ou des choses comme ça. C'est une problématique chez les dentistes qui est de plus en plus récurrente, d'avoir une surdité de type professionnel. J'ai appareillé un dentiste d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps. Et c'était une problématique. Mais évidemment, puisque ce sont des travailleurs autonomes, ils n'ont pas accès à la CNESST. Mais c'est un problème important et qu'on voit de plus en plus avec une résurgence importante. Écoutez, ils passent 6-7 heures par jour avec une fraise dans les mains, avec les différents instruments qu'ils ont. C'est quand même important. Il y a quelques années, j'avais une hygiéniste dentaire comme étudiante et elle disait effectivement, c'est un problème qui est quand même... Ils ont des problèmes de cou aussi, toujours penchés. Arthrose ou arthrite dans le cou chez les dentistes. Mais on commence à voir de plus en plus des dentistes avec des surdités de type professionnel. Donc, durée de la surdité, c'est une surdité subite de longue date qui est relativement récente. Pourquoi on va poser la question? Parce qu'une surdité de longue date, un patient qui a une surdité que ça fait, je donne le cas le pire, il vit chez eux, c'est quelqu'un qui est célibataire ou qui est veuf depuis de très nombreuses années, il vit dans sa maison, il a une surdité depuis 25 ans, puis une surdité modérée, modérément sévère. Il n'y en a pas de problème, lui. La télé, il la met au volume qu'il veut, il ne dérange pas les voisins, il ne vit pas en appartement. Le téléphone, il s'en sert à peu près jamais. C'est pas... Fait que ce patient-là, appareillé, va être extrêmement complexe parce qu'il est habitué à son silence. C'est-à-dire le fait que les planchers craquent dans sa maison, il va trouver ça assez désagréable. Donc, il faut savoir est-ce que ça fait longtemps que sa surdité est présente. Parce que notre intervention va être différente ou un patient que ça fait 2-3 ans, la télé est beaucoup plus forte, l'entourage lui dit que c'est beaucoup plus fort. La surdité, est-ce qu'elle est progressive? Est-ce qu'il y a une hérédité? Des fois, on va le voir au niveau de l'hérédité. Des fois, on va appareiller tous les frères et sœurs parce qu'on a appareillé les 2 parents. On va le voir. Ça a peu d'importance dans le cadre de notre intervention, mais des fois, c'est intéressant de le savoir. Comme je disais tout à l'heure, la résidence, il demeure où? S'il demeure en CHSLD puis il va manger toujours à la cafétéria ou à la salle à manger, c'est très éco. C'est important, il vit chez lui. Il ou elle, quand je dis il, c'est le patient. Là. Je ne veux pas penser que c'est juste des hommes qu'on a comme patients. Les femmes vivent plus vite que les hommes de toute façon. Donc, dans quel milieu il vit, dans quel type d'activité il a, est-ce qu'il travaille, quel type d'emploi il a. C'est quand même important parce que ça va nous aider à probablement lui suggérer soit des accessoires ou des technologies qui sont différentes compte tenu du type de travail qu'il a. Donc, c'est important. Donc, est-ce qu'il a déjà porté des prothèses auditives? Il y a des gens qui ont déjà porté des prothèses. J'ai vu un patient il y a quelques temps, la dernière fois qu'il a porté des prothèses, c'était en 1996. Puis il est revenu me voir 14 ans plus tard pour en avoir d'autres. Donc, il les a à peu près pas portés. Donc, on recommence. Le port de prothèses qu'il y avait avant, quelles étaient les difficultés? Parce que ça se peut que, tu sais, lorsqu'on fait un renouvellement de prothèses auditives, le patient peut avoir eu certaines difficultés avec ses prothèses. Mais maintenant, la technologie a évolué. On peut probablement diminuer certains des inconvénients, certaines des difficultés qui étaient résiduelles, malgré le fait qu'il portait des prothèses auditives.
Donc, c'est important. Le parent antérieur, ça fait combien de temps? C'est la 5e paire de prothèses qu'il porte. OK, parfait. Quel type de difficulté? Ah, moi, ça allait bien, je n'ai pas eu de problème, je voudrais avoir le même modèle. Il y a des patients chez qui la sélection de la prothèse, ça va prendre 3 minutes. Puis des patients, ça va prendre une demi-heure parce qu'il y a énormément de questions. C'est correct comme ça. Évidemment, il faut poser des questions, les difficultés liées à la surdité, la télévision, le téléphone, en groupe, le bruit, la parole, le vent. C'est un joueur de golf, il y a des problèmes avec le vent. Ah, lui, il a un besoin spécifique. C'est quelqu'un qui fait du vélo, il a des problèmes avec le vent. Il fait de la moto, c'est un problème avec le vent ou avec le bruit. Donc, il faut toujours voir les loisirs qu'ils ont aussi, les difficultés liées à la surdité, parce qu'ils vont toujours dire « Bon, je ne veux pas faire répéter les gens. » C'est la base. Mais il faut aller plus loin. Il faut poser la question. À la télévision, comment ça va? Quel côté vous prenez le téléphone? Avez-vous un cellulaire? En groupe, comment ça va? Ah, ouais, tu me fais penser. Tu sais, il faut aller souvent à la pêche. Il y a des patients qui sont très verbomoteurs. Tu pèses sur le bouton on, puis tu as toutes les infos. Tu ne poses aucune question, tu fais juste remplir ta grille d'historique de cas et ça va très bien. Mais il y a des patients chez qui, même s'il faut leur poser des questions ouvertes, ils vont toujours ramener ça à oui ou non comme réponse. Fait que des fois, il faut aller leur tirer les verres du nez. Là. Des fois, il faut travailler un peu plus fort. Donc, aussi, dans notre historique de cas, pathologie non liée aux oreilles. Donc, le patient souffre de diabète, souffre d'arthrite, d'arthrose, stimulateur cardiaque. Je l'ai laissé là, de moins en moins, on pose la question au niveau des stimulateurs cardiaques, des pacemakers. Pourquoi? C'est qu'à l'époque, aussi lointaine, il y a à peu près 5-6 ans, c'est que les gens, lorsqu'on utilisait les interfaces de communication qu'on mettait autour du cou pour communiquer avec les prothèses, il pouvait y avoir un problème avec les stimulateurs cardiaques, avec les pacemakers. Donc, il fallait toujours, si le patient avait un pacemaker, on pose encore la question par acquis de conscience. On posait toujours la question et on fallait qu'il valide avec son cardiologue s'il pouvait y avoir une interférence avec son pacemaker. Donc, arthrite, arthrose, rhumatisme, déficit visuel, sa dextérité, sa perte de sensibilité digitale, diabète. On pose toujours la question diabète parce que c'est souvent des gens qui ont de la difficulté à coaguler correctement. Donc, ça devient un peu plus complexe, surtout lors de la prise d'impression. Je reviens dans quelques minutes. Patrice, tu avais la main levée? Oui, c'est par rapport au pacemaker. Oui. Donc, aujourd'hui, avec les nouvelles prothèses, puis avec les nouvelles interfaces, il n'y a plus de problème avec les pacemakers? Tout à fait. Il n'y a plus, il n'y a presque plus d'interface parce qu'on est en connectivité directe. Et les nouvelles interfaces sont toutes validées, là, surtout dans la nouvelle génération. Les premières générations ne l'étaient pas, mais on n'a plus de patients qui ont les premières générations d'interfaces. Maintenant, il y a plus, ça reste souvent ça va rester, vous allez voir dans les cliniques, ça reste souvent comme question qu'on pose, mais ça a le moins d'incidence, sinon plus du tout, maintenant que ça n'avait à l'époque. Donc, le patient n'a plus à demander à son cardiologue. Exact. Parfait, merci. Donc, quand je reviens au diabète, au niveau du diabète, c'est que, étant donné qu'on sait que c'est des patients qui ont de la difficulté à coaguler ou à cicatriser correctement, c'est que ça peut avoir une incidence lors de notre prise d'impression. S'il y a du cérumen à l'intérieur du conduit auditif externe et qu'on prend l'impression et le cérumen vient avec l'impression et ça se met à saigner, ça peut saigner longtemps. Très longtemps. Très, 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 très longtemps. Je m'ai déjà vu avec un patient rester dans mon bureau à peu près 10-15 minutes avec une tige montée dans l'oreille. J'en avais au bureau pour essayer pas de cautériser, mais que ça finisse par coaguler. Puis là, ça prend du temps. Fait que c'est comme, faut être vigilant à ce niveau-là. Puis les patients peuvent ressentir une douleur lorsque le cérumen est collé. Donc, des patients, souvent, faut être vigilant à ce niveau-là. Évidemment, prise de médicaments, s'ils prennent des anticoagulants, genre Coumadin, c'est important de poser la question. Souvent, il y a des patients qui arrivent déjà avec leur liste de médicaments. Ça tient sur les deux côtés d'une page 8,5-11. Là, tu lis, puis là, tu cherches Coumadin dans la liste, mais tu poses c'est dans les anticoagulants. On va surtout chercher. Donc, ça va nous demander une intervention un peu plus fine, un peu plus délicate au niveau de la prise d'impression avec un peu plus de précaution. À la rigueur, de lubrifier le coton qu'on va mettre dans l'oreille, juste pour s'assurer que
ça rentre bien, que ça écorche pas le conduit auditif, donc de faire attention. Et si jamais on avait à enlever le cérumen de l'oreille parce qu'on en avait, bien, ça nous amènera peut-être une... un petit peu, j'ai reculé. Ça nous amènera peut-être une intervention de style ORL et non que ce soit nous qui le fassions. Dans le doute, on s'abstient, donc c'est important de poser la question au niveau des médicaments. Donc, dans notre histoire de cas, donc, on a toujours paralysie, amputation, Parkinson, déficit cognitif. La goutte, bien important la goutte, parce que, bon, on sait que la majorité du temps, la goutte peut se déposer au niveau des orteils. Bon, on sait la goutte, c'est un régime carné, c'est un dépôt d'urée supplémentaire, mais on va le voir, il y a une pathologie au niveau de l'oreille où ça peut avoir des dépôts d'urée qui se font dans le pavillon. C'est très douloureux. J'en ai jamais souffert, tant mieux, mais j'ai des patients qui peuvent en avoir. Tu touches à l'oreille et tout de suite, c'est douloureux. Tout de suite, tu ne peux pas exercer de pression. Donc, c'est important à ce niveau-là. Puis souvent, ça vient par crise, la goutte. Fait que des fois, ils peuvent avoir des douleurs dans l'oreille alors qu'ils n'en ont jamais eu. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'important. Déficit intellectuel. Donc, c'est sûr qu'il faut se poser la question. Par exemple, des patients qui souffrent du syndrome de Down, de la trisomie 21. Donc, le support familial qu'ils peuvent avoir aussi. Puis, nos patients qui sont plus âgés, est-ce qu'ils ont un support familial ou un support avec les conjoints? Derek, tu as la main levée? Moi, j'ai une question. On n'en parle jamais, mais la sclérose en plaques, ça peut avoir un impact. Ça peut être une des maladies considérées qu'il faudrait regarder. Parce que je sais que c'est quand même une maladie dégénérative qui n'est pas dans le fun pour les patients. Tout à fait, tu as absolument raison, Derek. La sclérose en plaques est une maladie qui est évolutive, qui devient très handicapante et très invalidante. En fin de compte, ça va faire partie, quand je parle de déficit cognitif, c'en est pas un parce que c'est physique. C'est là qu'on va retrouver au niveau de paralysie, au niveau de la dextérité. Le patient va avoir tendance à nous le dire au départ. C'est pas quelqu'un va nous dire j'ai un début de sclérose en plaques qui est contrôlé, donc ça va être évolutif et ça va probablement amener une différence d'intervention au niveau de la manipulation. De poser la question, je suis embêté, Derek, de poser la question spécifique sur vous de sclérose en plaques. Souvent, les patients vont nous le dire. Ce type parce, de parce que théoriquement, on ne peut pas vraiment rien faire pour ça. Non, tout à fait. C'est juste nos interventions au niveau du counseling qu'on va faire, au niveau de la manipulation, d'essayer d'avoir des trucs, mais lorsque la maladie sera très invalidante. Okay. Non, effectivement, on peut pas. Il n'y a pas de précaution à prendre supplémentaire, contrairement, par exemple, à un patient qui nous dirait qu'il a le VIH. Donc là, il faut prendre un peu plus de précautions au niveau de porter des gants. Ben là, on les porte présentement dans des conditions sanitaires, mais je veux dire, avant ça, avant la pandémie, moi, je ne portais pas de gants pour travailler. J'ai un patient qui est séropositif, mais dans son cas, je lui ai expliqué que je vais porter des gants. C'est pour vous protéger, vous, parce que vous ne savez pas quelle cochonnerie que moi que j'ai, je pourrais vous transmettre. C'est pas, puis il était très conscient. Mais ça, de toute façon, la séropositivité, quelqu'un qui est atteint du VIH, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Mais effectivement, la sclérose en plaques, Derek, c'est une très bonne question, mais on ne peut pas faire grand-chose. Notre intervention ne sera pas différente dans notre appareillage. Si sa surdité ne sera pas plus grande, ça va être surtout au niveau des problèmes de manipulation qui va être important. Écoutez, moi, j'ai un patient qui est quadraplégique. On s'est cassé la tête beaucoup pour pouvoir être capable de lui faire poser ses prothèses auditives. C'était complexe, on y est arrivé. Quelqu'un qui est assez résilient, je vous dirais, que je vois tous les ans, puis il porte ses prothèses, il est content, ça fonctionne bien. Il m'a fallu faire des acrobaties techniques pour pouvoir, je vous dirais, avancer et qu'il puisse porter ses prothèses. Le support familial est quand même important, soit le conjoint, la conjointe, les enfants. Lorsque les patients sont très âgés. Évidemment, son milieu de vie peut apporter un certain support aussi, mais c'est important de savoir si le patient va avoir un support familial. Donc, évidemment, l'autoscopie non diagnostique, la VCAE, l'autoscopie, tube transtympanique, cérumen, pilosité. Ça, c'est super important, la pilosité, surtout au niveau du tiers antérieur, du conduit auditif externe, au niveau du tragus et de l'antitragus. Il y a des patients qui ont une forêt amazonienne à ce niveau-là. Ça peut devenir complexe au niveau de la mise en place de la prothèse auditive et de la rétention de la prothèse à l'intérieur de l'oreille. Donc, et
la pire chose que madame peut faire, c'est de les couper. C'est-à-dire, un poil qu'on coupe pousse plus dur. C'est pas une très bonne idée. Là. Ça prend carrément pratiquement une épilation à ce niveau-là. Puis on a des patients qui ont des oreilles relativement velues. Donc, ça peut être un peu plus complexe. Donc, évidemment, pilosité, il faut faire attention. Ça va peut-être demander soit un helix lock, ça va peut-être demander carrément d'avoir un embout de type squelette pour avoir ou une coquille avec ce type de rétention-là. Évidemment, cavité mastoïdienne, super important, il faut faire plus attention. Cicatrice au niveau du pavillon, au niveau derrière de l'oreille aussi. Et au niveau des corps étrangers, infection. Donc, ça pourrait nous dire ventilation plus grande, peut-être pas un RIC ou un intra. Si on a des infections avec autoré. Donc, ça va peut-être nous demander peut-être plus un contrôle standard. Ça fait partie de tout le processus. Donc, lorsqu'on fait notre profil auditif, là, on fait notre otoscopie, on a quand même beaucoup de choses. Donc, les écoulements, le conduit auditif, est-ce qu'il y a une cloche, est-ce qu'il est étroit, est-ce que les coudes sont prononcés? On va voir chez des patients là, où c'est vraiment là, à 90 degrés, c'est assez... j'ai l'impression qu'on bâtit un corridor dedans, donc c'est moins... Je vais dire ça, c'est moins évident. Les écoulements, il faut faire très attention. Coude prononcé, on peut dire, la manipulation va être un peu plus complexe. Est-ce que mon impression elle est faite correctement pour que j'aille porter le son suffisamment long au niveau du deuxième coude? C'est important. Est-ce que mon conduit est étroit? Je ne peux pas tout faire. Est-ce que j'ai une cloche au niveau du conduit auditif externe? Ça aussi, c'est important. Ça va venir changer l'amplification. Donc, on voit qu'il y a quand même énormément de choses qu'il faut tenir compte. Là, évidemment, ça fait 1 heure qu'on en parle, mais tout ça se fait en l'espace de peut-être une quinzaine de minutes là, avec le patient. On a lu, on pose nos questions. Notre historique de cas doit être complète pour qu'on ait tous les côtés importants. Donc, ça, c'est un petit peu la révision de la semaine passée aussi. La prise d'impression complète, deuxième coude, 2 à 4 mm, au moins 2 mm après le deuxième coude, important. Et on prend une petite pause. Je viens de voir l'heure, moins 10. Donc, on se revoit à 9 h, petite pause, et on continue par la suite. Donc, on repart. Donc, comme vous avez pu voir jusqu'à maintenant, il y a souvent des choses qui se répètent dans l'historique de cas. Et souvent, on va revenir sur les mêmes choses. C'est juste pour être sûr qu'on met l'emphase sur vraiment ces éléments-là qui sont quand même importants. Donc, on poursuit. C'est celui-là. Parfait. Donc, dans le profil auditif, on a notre RECD. C'est pas, comme on a vu la semaine passée, là, ça demande quand même un élément assez important à prendre en considération, le RECD. Si on a un RECD plus grand, donc ça va demander plus de gains à la prothèse auditive, ça va faire partie des facteurs de correction lorsqu'on va faire l'ajustement de la prothèse. Donc, le modèle de prothèse auditive, évidemment, selon l'âge, selon les organismes payeurs, c'est un programme payeur public. La Régie d'assurance maladie, c'est plus limité que modèle que par rapport à la CNESST ou les anciens combattants, les listes de produits disponibles, le renouvellement de la liste. Donc, il y a plusieurs considérations. Évidemment, ça, on va le voir beaucoup en éthique lorsqu'on va voir les organismes payeurs. Mais lorsqu'on fait la sélection de la prothèse auditive, dans le cas qui nous occupe présentement, vous n'auriez pas à faire de choix au niveau de l'étendue de la couverture ou des listes de produits ou d'accessoires disponibles selon l'organisme payeur, mais dans la pratique, dans la vraie vie, comme s'il y avait une fausse vie, dans la vraie vie, ce n'est pas avec les patients, ben oui, on va être limité par rapport au choix des prothèses auditives. Donc, puis aussi, quand je parle du renouvellement de la liste à tous les 6 mois, c'est que la CNESST renouvelle et les vétérans renouvellent à peu près les listes à tous les 6 mois. Donc, ça veut dire que mois de mai, mois de novembre, on a toujours des nouvelles listes de prothèses disponibles. Fait que j'ai un patient que je vois au mois d'octobre à la CNESST. Je vais dire, bon, on va attendre la prochaine liste. On va probablement avoir des modèles peut-être plus récents sur la liste. Donc, ça vaudrait peut-être la peine d'attendre. Donc, ça nous permet de diriger notre intervention. Quand on parle selon l'âge du patient, évidemment, c'est un enfant listé à la Régie c'est un enfant, c'est payé par la Régie d'assurance maladie. Mais c'est sûr qu'il va y avoir quand même un choix qui va être, je dirais, plus limité.
mais on va avoir les choix pédiatriques qui vont être quand même importants à ce niveau-là. Donc, il faut toujours voir, le modèle de prothèse va être fait selon l'âge du patient, selon l'organisme payeur, les listes de produits disponibles. Donc, l'enfant, est-ce qu'il est à garderie? Est-ce qu'il est à l'école? Est-ce qu'il est au cégep? Est-ce que c'est un adolescent? C'est que chez un enfant, quand il est à la garderie, un appareillage chez un enfant de moins de 5 ans, l'appareillage est très différent d'un enfant qui va être, par exemple, au primaire ou au secondaire. Puis là, quand on va tomber à l'adolescence, là, on va avoir le refus de port de la prothèse. On va avoir un enfant qui va se rebeller. Nous autres, on a eu, comme je disais la semaine passée, on avait des patients on a commencé à appareiller qui avaient 11-12 mois, mais quand on est arrivé à 13-14 au secondaire, la différence qu'ils ont en portant des prothèses, des fois, ils ne veulent plus porter les prothèses. Notre intervention va être différente. Notre intervention évolue à travers ça. Donc, le modèle de prothèse va pouvoir changer. Chez les adultes, c'est un enfant, c'est un travail, c'est un enfant. C'est un étudiant, c'est un travailleur, c'est un retraité. J'ai besoin d'un système FM, j'ai besoin de connectivité. Grand-papa, grand-maman, j'ai pas besoin de connectivité. Chez un travailleur, j'en ai besoin parce qu'il utilise son téléphone cellulaire. Donc, on va voir notre modèle de prothèse auditive va être fait vraiment selon les besoins du patient. Donc, c'est important. Notre choix de prothèse, le choix de technologie chez un enfant en garderie va être différent d'un enfant qui est au primaire ou au secondaire, par exemple. Donc, notre intervention va être faite en conséquence. Donc, c'est important de savoir. Donc, selon le modèle, à la Régie d'assurance maladie, c'est obligatoirement un contour d'oreille jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc, chez un enfant, on ne peut pas faire des intra-auriculaires ou des demi-conques à la RAMQ avant l'âge de 12 ans. On peut faire des RIC, ce n'est pas un problème, mais encore là, les RIC, ça peut être un peu plus complexe parce que est-ce que j'ai besoin d'un système FM? Est-ce que j'ai besoin d'un entrée audio? Est-ce que j'ai besoin d'une bobine téléphonique? Un télécoil? Est-ce que j'ai besoin d'une technologie Bluetooth? Est-ce que j'ai besoin d'une compatibilité Bluetooth? C'est sûr que chez un enfant d'âge scolaire, c'est l'équipe multi-interdisciplinaire. L'audiologiste, l'orthophoniste, l'éducatrice spécialisée. On va voir des fois l'infirmière à l'école qui va intervenir. On va voir l'enseignante qui peut intervenir, nous, évidemment, comme membres de cette équipe multi-là. C'est sûr que c'est une intervention qui est beaucoup plus vaste, qui est beaucoup plus, je dirais, pas demandante dans le mauvais sens du terme, mais qui est importante chez un enfant d'âge scolaire parce que l'audiologiste va souvent demander des choses particulières, on va vouloir essayer des choses. Donc, il faut être très, très ouvert et avoir la prothèse auditive qui nous offre le maximum de flexibilité. Évidemment, est-ce qu'on a des enfants avec des implants cochléaires? Des implants unilatéraux, mais il va être appareillé en bimodal, donc on a une prothèse auditive de l'autre côté. Donc, l'intervention de notre côté ne se fait pas nécessairement du côté de l'implant cochléaire, mais ça va se faire du côté de la prothèse auditive. J'ai des patients adultes qui portent des implants cochléaires et où on a une prothèse auditive de l'autre côté. J'en ai qui ont des BAA, des prothèses à ancrage osseux, et ils portent une prothèse auditive de l'autre côté. Souvent, je connais des patients qui portent des implants bilatéraux, mais souvent, on va avoir un implant unilatéral avec une prothèse auditive de l'autre côté. Donc, est-ce que on doit faire, notre intervention va être faite en conséquence? Là. Dave, tu as une question? Bien, en fait, c'était plus dans le sens là, que vous dites l'implant cochléaire d'un côté puis la prothèse de l'autre. Mais on avait appris qu'au niveau de l'implant cochléaire, le son était vraiment différent. C'est plus comme un son comme robot, on dirait. Fait que si tu mets une prothèse auditive de l'autre côté, ça ne pourrait pas faire une interférence entre deux sons pas identiquement pareils, fait que ça ne pourrait pas perturber le patient. Là. On pourrait le croire, effectivement. Ce qu'on s'est rendu compte avec l'expérience, c'est que non. Le cerveau est capable de faire la part des choses. Je vais donner un exemple. Chez les implants de marque Resound et les implants de marque Advanced Bionic, c'est Sonova, Phonak qui ça appartient. Donc, on a une prothèse auditive de l'autre côté qui est la Nidal Link qui transmet de l'information avec l'implant. Resound, on a la Resound Link qui est la même chose, qui transmet de l'information de l'autre côté. Effectivement, on pourrait penser que ça va avoir une influence, mais non, pas du tout. Les patients retrouvent une bilatéralité qui est quand même super intéressante. J'ai une patiente qui a été implantée l'année passée, puis on a gardé une prothèse d'un côté et elle fonctionne, on vient de renouveler sa prothèse et elle fonctionne très, très bien. Même si le signal va nous sembler différent, il y a comme, c'est un signal aérien qui vient avec la prothèse et c'est un signal qui vient carrément du nerf auditif. Donc oui, il y a une différence, mais avec la réadaptation, et d'autant plus qu'avec les implants maintenant, ils les activent, je pense que c'est 2 jours après.
Parce qu'avant, il faisait une activation de l'implant cochléaire pour que la cicatrisation soit faite, donc ça venait 1 mois après. Maintenant, je pense que c'est 2 jours après, il active l'implant. Donc, stimulation sensorielle tout de suite. La personne peut porter sa prothèse de l'autre côté. Donc, il n'attend pas une cicatrisation complète avant l'activation. Non, le cerveau est une belle machine qui s'adapte à beaucoup, beaucoup de choses, je te dirais. Puis, pour des patients qui ont un implant unilatéral, portent la prothèse de l'autre côté, j'ai quelques patients qui sont comme ça et ça fonctionne très, très bien. OK, c'est bon. Donc, l'implant cochléaire peut venir... j'ai une molette sur ma souris, quand j'y touche, ça recule. Donc, quand on parlait de l'âge du patient, selon le modèle, selon l'âge du patient, un adolescent, le rejet de l'appareillage au secondaire, veut devenir plus indépendant, il se sent différent parce qu'il porte des prothèses auditives. On le voit, ma conjointe, elle a une patiente comme ça fait 1 an et demi qu'elle travaille avec elle. Elle portait 2 prothèses auditives, ça allait bien tout le long du primaire. Arrivé au secondaire, elle n'avait plus en porter aucune. Là, on était dû pour un renouvellement. On a fait une prothèse d'audiologiste au centre de réadaptation, essayer de la convaincre de porter les 2. Là, il va comme on recommence. Là, elle recommence à porter une prothèse auditive. Elle sait que ça va mieux avec une prothèse. Elle rejet complet du système FM. Là, on travaille très fort avec la jeune là, pour qu'elle puisse reporter ses prothèses parce qu'elle a quand même une surdité modérément sévère. Ce n'est pas quelque chose qui est léger. Donc, ça, c'est si vous n'avez pas de clientèle enfant, le problème, ce n'est pas un problème, mais ce challenge-là ne surviendra pas. Mais le challenge, quand on tombe à l'adolescence, écoutez, moi, j'ai des patients, on a passé à travers ça, ils ont des enfants maintenant. Là. Je veux dire, ça fait presque 30 ans que je pratique. J'avais commencé à les appareiller, il y avait 7-8 ans. Maintenant, 20 ans plus tard, ils ont 27, 30 ans, ils ont des enfants. Puis, on a passé à travers tout ce processus-là. Il y a des enfants à l'adolescence, ça ne cause pas trop de problèmes. Chez d'autres enfants, c'est extrêmement complexe. Donc, il faut juste cadrer notre intervention, puis on le fait toujours en équipe multi et interdisciplinaire avec les parents. Il ne faut jamais aller contre, il ne faut jamais le prendre de force. J'ai des ados, c'est plus des ados, mais j'ai eu des ados à la maison. Donc, quand ils ont quelque chose dans la tête, ils ne l'ont pas ailleurs. Fait que il ne faut pas les prendre de front. Puis surtout au niveau de nos patients avec les prothèses auditives, même si des fois on aimerait les prendre par les épaules, leur dire tu sais que c'est important, mais on ne peut pas faire ça. Donc, c'est de les respecter à travers ça, de les accompagner, de les comprendre, puis de les accompagner le plus longtemps possible pour les ramener au fait de porter les prothèses. Donc, selon l'âge du patient, chez un adulte qui est étudiant, c'est la RAMQ ou les privés, une prothèse privée qui va s'acheter. Donc, chez les travailleurs, c'est une RAMQ, c'est SST, les retraités, c'est la même chose. Donc, avec nos différents agents payeurs, on va tout le temps déterminer chez les gens, on va déterminer leurs besoins. Il y a des patients qui disent « Moi, je vais prendre celle de la RAMQ, ça fonctionne très bien, je n'ai pas de problème. » Fine. Chez d'autres patients, ça ne fonctionne pas bien. Maintenant, avec l'étendue de la technologie qu'on a, les rechargeables, le Bluetooth, écoutez, on a une panoplie de produits disponibles. Un, il faut les connaître correctement, puis 2, il faut être capable de les expliquer correctement aux patients. Ce n'est pas juste le fait de connaître nos produits, mais c'est être capable de faire bénéficier nos patients et de leur montrer les avantages et les inconvénients de chaque modèle. Ça ne veut pas dire qu'on va choisir un modèle, que ça va être le meilleur. Ça ne veut pas dire que le patient va faire un choix, que ça va être le meilleur. Donc, il faut être capable de changer d'idée à travers le processus aussi. Donc, on guide nos patients à travers ça. Maintenant, chez nos aînés, l'état de santé, l'autonomie, la non-autonomie, est-ce qu'il est en fin de vie? Est-ce que son lieu de résidence, c'est quand même assez important à ce niveau-là? Dave et Amélie avaient levé la main. On va commencer par les dames. Dave, si tu veux bien. Amélie? Je me demandais juste si FAC, c'était la même chose que ancien combattant. FAC, c'est Forces armées canadiennes. OK, c'est bon. Anciens combattants, ils sont retraités, les forces armées sont actifs. Donc, c'est un peu contre c'est comme les DVA ou? Oui, c'est là. En fin de compte, c'est parce que, oui, c'est la même liste de prothèses auditives. C'est qu'il y a de légères différences entre les deux par rapport aux autorisations, mais FAC veut dire Forces armées canadiennes. En fin de compte, c'est le même programme pour les DVA, donc les anciens combattants, les forces armées et la GRC, parce qu'on a des policiers fédéraux au Canada. Et la GRC va être sous le même programme. Dave? C'était un peu en fait, c'est pas mal la même question, mais DVA, ça veut dire quoi? C'est la même. C'est Defense Veteran Affairs. En français, c'est AC. Oui, je l'ai mis en anglais. En français, c'est ACC, c'est Ancien Combattant Canada. OK, c'est bon. Parce que c'est pas.
Je suis un ancien, fait que nous autres, les listes qu'on avait, c'était les listes DVA, fait qu'on n'a jamais, c'était pas les listes ACC. DVA, c'est les anciens combattants, c'est ACC en français. Donc, comme on disait, chez les aînés, ils sont autonomes, non autonomes. Est-ce que c'est en fin de vie? On a des patients qui sont en fin de vie, on fait des prothèses auditives. Est-ce que c'est une prothèse auditive? Est-ce que c'est un amplificateur personnel que ça lui prend? Est-ce qu'il est à domicile? Est-ce qu'il est dans une résidence de personnes âgées? Puis tout ça va orienter chez nos patients très, très âgés, va orienter nos interventions pour que ça se fait quand même assez rapidement. Donc, chez nos aînés, on a quand même une intervention qui est souvent beaucoup plus grande qu'un appareillage standard. La compréhension de leur surdité. Tu sais, au début, je vous parlais de l'IMDS, l'identification des monosyllabiques dans le silence, la capacité qu'a leur oreille à décoder correctement le son. Bien, la compréhension de leur surdité, c'est pour bien comprendre que ce n'est pas parce que je place une prothèse qu'ils vont se mettre à tout comprendre. Ça va avoir une influence. Les bénéfices qui sont attendus aussi. Le patient, lui, vient chercher des prothèses, mais c'est parce qu'il y a juste de la difficulté à la télévision. C'est pertinent de faire des prothèses ou un système pour la télé, par exemple. Tout ne mène pas à une prothèse auditive. Ça peut mener à un autre type d'intervention, à un autre type de produit. Le patient a de la difficulté, ce n'est pas au niveau d'une dégénérescence cognitive importante. Qui est-ce qui va prendre soin de ses prothèses? C'est lui-même? Est-ce que c'est sa conjointe? Est-ce que c'est sa famille? Est-ce que c'est le personnel soignant? Notre intervention devrait être faite peut-être à multiniveau à ce niveau-là. Donc, chez nos patients très âgés, même on a des patients, écoutez, j'ai des patients qui ont 80 ans, qui ont leur permis de conduire, qui sont super autonomes, puis on en a qui ont 64 ans, puis tu as l'impression qu'ils en ont 128. C'est comme, chaque personne n'est pas rendue au même endroit dans sa vie pour différentes raisons. Donc, notre intervention va être faite différemment et, comme je disais, peut être faite à multiniveau. C'est important. C'est important pour nous de comprendre leur situation pour que notre intervention, le choix de nos prothèses auditives et nos interventions futures soient axées vraiment. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une interface de communication du rechargeable et du Bluetooth chez un patient alors qu'il ne s'en servira pas? Peut-être pas. J'ai peut-être besoin d'une télécommande simple avec un bouton plus et un bouton moins où le patient, visuellement, il va être capable de se rappeler que c'est plus et moins, plus de volume, moins de volume, la type d'attente. Si j'ai besoin d'une application, est-ce qu'il y a un téléphone cellulaire? Non. Il faut vraiment le faire. C'est pour ça que la première diapo, je vous avais dit 2 prothèses haut de gamme, Bluetooth, tout accessoire, ça fait pour tout le monde. Mais voyez-vous, le plus qu'on décline chez nos patients, bien, moins on se rend compte que oui, c'est pertinent chez des patients, mais chez d'autres patients, notre intervention va être différente. Donc, peu importe l'âge du patient, le suivi est une partie hyper importante. Il peut être très serré chez un enfant en bas âge, un ado en rébellion, chez un nouveau porteur. Il peut être régulier aux 6 mois pour les porteurs adaptés ou aux besoins du patient. Tu sais, dans nos bureaux, là, on fait des rappels semi-annuels. Il y a des patients qui veulent être vus juste une fois par année, puis ça leur convient. Amélie, tu as la main levée encore ou tu n'avais pas baissé de tantôt? OK, c'est beau. Non, c'est juste pour être certain de ne pas oublier personne. Donc, il y a des patients qui veulent être vus à tous les 6 mois. On les appelle, on prévoit les rendez-vous. Chez des nouveaux porteurs, on va faire la livraison de la prothèse, je le revois 2 semaines plus tard. Je fais un suivi téléphonique avec lui, je le revois 2 autres semaines plus tard. Des fois, on va peut-être le voir à l'espace des 2 premiers mois, peut-être 3-4 fois, pour être sûr. On ne donnera pas toute l'information qu'on a à donner chez un nouveau porteur au niveau de la pile, de l'entretien, du changement du suristop, de la gauche, de la droite. On a énormément d'informations à donner. Souvent, on va la segmenter. Chez un patient, on va dire parfait. Là, on s'occupe du changement de pile, gauche-droite, pouvoir la mettre, l'entretien minimal. 2 semaines plus tard, on rajoute de l'information. Plus je donne de l'info au patient, plus il va en perdre. Il retient 85 % de l'info qu'on lui donne. Puis si on dépasse 1 heure avec un patient, il oublie tout. C'est pas pour rien qu'au cégep, on prend des pauses à toutes les 50 minutes ou à toutes les heures parce que notre charge cognitive devient trop importante. Vous et moi, je pourrais parler toute la journée, ça ne me dérange pas, mais vous, de recevoir l'information, vous devez la digérer, on va faire une pause. Pensons que nos patients qui sont plus âgés ont une attention qui est beaucoup moins grande. Donc, il faut faire ce suivi-là. Mais le suivi est la clé de tout appareillage. Peu importe la compétence qu'on a, peu importe les prothèses qu'on va avoir, peu importe l'appareillage qu'on va avoir fait qui va être optimal, si on ne fait pas un bon suivi, les prothèses vont se retrouver indéniablement dans le tiroir. Donc, il faut assurer un suivi avec les patients, c'est important.
Puis j'ai des patients qui ne veulent pas qu'on les appelle. Il y a des patients qui disent non, non, si c'est quelque chose, je t'appelle. Fin. Il y a quelque chose, ils nous appellent, on répare, c'est pas un problème. Il y a des patients qui veulent ça aux 6 mois, des patients aux années, des patients aux besoins. C'est cela. Il faut vraiment écouter le patient à ce moment-là, même si on le recommande à tous les 6 mois. Mais les patients qui disent non, ça va bien, rappelez-moi dans 6 mois. Parfait. Ça sent bien la neige, là, regardez. Hein? Misère. Donc, évidemment, selon l'audiogramme, c'est bien entendu, c'est notre donnée de base. Plus on va avoir une surdité, un degré important unilatéral versus bilatéral, une ou deux prothèses, cross-bicross. Je vais vous donner un exemple. J'ai une surdité asymétrique, un IMDS de 90 % d'un côté, puis un IMDS de 16 % de l'autre côté. Mon IMDS bilatéral est de 60 %. Je me dis, je ne mettrai pas deux prothèses. Mon oreille faible va tirer la mauvaise vers le bas. Ah, je vais peut-être utiliser un système bicross, par exemple. Ça ne me donne pas une bilatéralité complète, mais au moins, je suis capable de savoir que le patient a un signal d'un côté et va le transmettre de l'autre côté. Le bicross, maintenant, sans fil, c'est super performant, ça vaut la peine. Surdité de conduction neurosensorielle, est-ce que je fais un contour, est-ce que je fais un CIC? Notre audiogramme va nous guider énormément à travers le choix du modèle, déjà au départ. Moi, je vous dirais que j'ai un nouveau patient que je n'ai jamais rencontré, je n'ai pas fait son historique de cas, je regarde son audiogramme, j'ai déjà une idée du modèle de faute de prothèse que je vais faire. Peu importe l'organisme payeur. Avec l'historique de cas, on va valider tout ça. Évidemment, ce que le patient veut aussi. On a des patients qui ont déjà des idées faites d'avance. Évidemment, souvent, moi, je vais poser la question, je vais leur dire prothèse auditive, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des patients qui disent j'ai aucune espèce d'idée, allez-y, je vous laisse aller. La pire chose qu'ils peuvent dire, qu'est-ce que vous feriez si j'étais votre mère? Ça, c'est la pire affaire. Parce que là, tu te places entre l'arbre et l'écorce. Mais il faut toujours aider nos patients, il faut toujours les guider au meilleur de notre connaissance. Et quand on est franc et quand on est honnête, les patients le ressentent. Puis ils vont vous faire confiance. C'est de gagner la confiance d'un patient, c'est peut-être la chose la plus dure. Puis quand on l'a, il ne faut pas la perdre. C'est pas donc bullshiter quelqu'un, c'est la pire affaire qui peut arriver dans la vie. Moi, je connais des pseudo-collègues qui c'est des bullshiteux professionnels. Puis les patients le sentent de toute façon. Fait que quand tu as l'air sympathique, tu transpires la sympathie, puis tu es empathique avec ton patient. Ils vont le ressentir, puis ils vont vous faire confiance. Fait que il ne faut pas trop vous inquiéter par rapport à ça. Quand on est honnête jusqu'au bout. Donc, évidemment, un contour d'oreille, j'ai une perte à 85-90 dB, je n'irai pas faire un CIC. Je vais faire un CIC dans un modèle de prothèse qui est beaucoup plus, selon le degré, là, on va le choisir en conséquence. Hormis le fait que les RIC font à peu près sur n'importe quelle perte auditive, il y a des patients qui vont vouloir des CIC. Moi, j'ai un patient chez qui, lui, c'est le CIC tout le temps. Il y a hâte que les CIC rechargeables sortent. On avance, Starkey a sorti un intra rechargeable. Mais lui, il dit CIC rechargeable, Bluetooth, connectivité directe, ça va être mon bonheur. Déjà, avec les applications, il s'en sort quand même bien, mais lui, c'est ce qu'il recherche. Donc, toujours dans notre processus de sélection. Oui, Patrice, je t'écoute. Oui, excuse-moi. Est-ce qu'on peut revenir à la slide précédente? Bien sûr. Au niveau de la zone assurée grise, oui. Ça m'embête un peu entre le contour et la CIC. Okay. La zone assurée, c'est là que se retrouverait, par exemple, ta perte auditive, la zone foncée. Ça, là, ta perte se retrouverait soit ici ou soit à l'intérieur de ça. Donc, en fin de compte, c'est pour montrer l'exemple, Patrice, c'est que plus ta perte est importante, plus tu vas aller vers un modèle contour. C'est dans ce sens-là. J'aurais dû peut-être le mettre à l'envers du plus petit vers le plus gros, là, et non du contour vers le CIC. C'est plus ta perte est importante, plus tu vas avoir un modèle de type contour d'oreille. C'est dans la zone. OK, c'est beau. Je viens de catcher. Oui, c'est ça, tu vois. Oui, ça peut être un peu embêtant parce que comme les deux audiogrammes peuvent se superposer, puis ça fait tu as raison. C'est juste de garder en tête, plus la perte est importante, plus la prothèse va être grosse, va avoir une grosse pile parce que j'ai besoin de puissance. C'est surtout ça. Donc, l'historique de cas, on a vu les acouphènes, l'handicap physique, visuel ou moteur, les contre-indications ORL, diagnostic, recommandation. DX veut dire diagnostic, RX veut dire recommandation.
Donc, dans notre processus de sélection, on a fait notre historique de cas. Tout ça nous a aidé si on a des acouphènes, l'handicap, les contre-indications ORL, super important. Et ça, c'est d'autant plus important que si, par exemple, j'ai un certificat ORL dans le dossier du patient, ce certificat-là date de 10-12 ans parce qu'on avait une surdité de type permanente, et l'ORL avait mis une contre-indication. Évidemment, la situation a évolué et pourrait peut-être être appareillé du côté où il y avait une contre-indication il y a une dizaine d'années. C'est important qu'il soit revu en ORL, soit pour maintenir la contre-indication ou pour l'invalider. Donc ça, c'est important d'être vigilant à ce niveau-là. Donc, évidemment, selon les besoins, lorsque la surdité est bilatérale, 2 prothèses, est-ce qu'on a un problème cognitif chez nos patients âgés? Difficulté télévision, en groupe, téléphone, prévoir des ASA ou des accessoires compatibles. Donc, c'est important. De plus en plus, maintenant, les prothèses auditives, je dirais, offrent une solution globale. Soit au niveau du cellulaire. Maintenant, on a de moins en moins de téléphones fixes dans nos résidences. On utilise des cellulaires, donc la connectivité directe avec le cellulaire. Les manufacturiers fabriquent des boîtes télé qui sont super performantes, connectivité directe au niveau des prothèses. Donc, on se retrouve, on n'est pas obligé d'avoir toujours une espèce d'accessoire, outre les systèmes de, comment je peux dire ça, pour répondre à ta question, Caroline, une recommandation est valide combien d'années? La recommandation, normalement, elle est valide pour 1 année. À chaque renouvellement de prothèse, j'ai besoin d'une nouvelle recommandation. Le certificat médical de l'ORL, lorsqu'il a un caractère permanent, il est permanent. Donc, un patient pourrait venir te voir avec un audiogramme de moins d'1 an et avec un ORL de 4 ans, et la surdité était permanente il y a 4 ans, elle l'est toujours maintenant. Mais normalement, dans les règles, c'est comme une prescription médicale. La prescription médicale est bonne pour 1 an. On utilise le même principe. Mais un coup que tu as fait ton appareillage, c'est uniquement au renouvellement de l'appareillage que tu vas avoir besoin d'une nouvelle recommandation. Ça répond, Caroline? Good. Donc, comme je disais, maintenant, on a quand même une panoplie d'accessoires qui sont directement reliés aux prothèses auditives, outre les contrôles de l'environnement. Là, moi, ce que j'appelle les flashouilles au niveau des lumières pour le téléphone, pour la porte, le détecteur de fumée. Là. Mais sinon, il faut les prévoir. Souvent, c'est des recommandations qui viennent de l'audiologiste, fait que déjà au départ, on les a. Selon l'anatomie de l'oreille du patient, le processus, les super piercings, les filles que vous avez, les gars, ils en ont, là, mais c'est pas. J'ai déjà eu une patiente qui, elle, avait un piercing, mais qui était plutôt situé dans la racine de l'hélix. Un peu plus complexe, donc il faut faire attention. Les malformations, l'absence de pavillon, les cicatrices, il peut y avoir une plaie, l'espace avec la tête et les piercings. Les piercings qui sont incapables d'enlever. Et moi, le matériel d'impression est resté pris dedans, fait que je joue du scalpel sur l'impression. Je n'ai pas coupé la patiente. Bien été. Et j'ai joué du scalpel pour dégager. Je pensais être correct. Finalement, il y a un petit peu de matériel qui s'était logé dans le piercing. Donc, il faut faire attention. Si la personne est capable de l'enlever, tant mieux. Si elle n'est pas capable de l'enlever, il faut être ultra prudent. Donc, c'est quand même important. Le modèle de prothèse auditive, selon la forme du conduit auditif, important. Est-ce que j'ai un bon conduit auditif? J'ai un patient qui est plus sensible, je n'ai pas une bonne longueur, la largeur, c'est étroit, j'ai une atrésie. Est-ce que les coudes sont prononcés? On va avoir quand même, au niveau de l'impression, un challenge à ce niveau-là. Donc, c'est quand même important. Donc, dans le modèle de prothèse auditive, nos embouts, nos évents, est-ce que j'ai besoin de filtres? Ça, on va les voir un peu plus tard. Dans les embouts, on modèle mon matériel, le tube, matériel anti-allergène. Est-ce que j'ai besoin de matériel mou, d'un matériel dur? On va le voir un peu plus tard dans le cours qu'on va être rendu au niveau des... Donc, ça aussi, ça fait partie de notre sélection. Est-ce que j'ai besoin de matériaux anti-allergènes parce que le patient a des écoulements? Le patient fait des allergies. J'ai besoin d'avoir un gros évent parce qu'il y a des écoulements. Il faut y penser. Donc, évidemment, dans nos gammes, on a nos algorithmes qu'on va voir un peu plus tard. Est-ce que j'ai besoin de plusieurs programmes, nos accessoires, l'application de téléphone intelligent? Est-ce que le patient a une tablette? Est-ce que j'ai besoin de rechargeable? Est-ce que j'ai besoin de connectivité directe? Tout ça fait que, au départ, avec le patient, s'il nous dit «
moi, je vais vers la régie d'assurance maladie, bien là, on vient de circonscrire un paquet de prothèses. OK, là, je choisis dans ce cas-là. Est-ce que j'ai des applications? Est-ce que j'en ai pas? Quel type d'algorithme que j'ai? Tout ça va faire que, dès le départ, on va être capable de choisir dans nos modèles. On va être capable de bien se positionner à travers ça. Maintenant, les manufacturiers nous permettent, chez Phonak, chez Unitron, chez Signia, on a quand même Patrice, Amélie, la main levée. Amélie, vas-y. En fait, moi, j'ai une question. Quand on a un cas qui est un petit peu plus complexe, là, je suis d'accord que des fois, la sélection, elle se fait vraiment rapidement, mais est-ce que ça arrive que tu vas juste rappeler le patient? Je pense à quand tu as besoin de consulter. J'imagine, nous, là, par exemple, au début, là, quand on a un cas un peu plus complexe, est-ce que ça va arriver que la sélection peut se faire sur 2 rencontres, dans le sens que tu vas regarder toutes les possibilités ou… Dans votre cas, vous allez voir, la sélection va se faire en 2 possibilités, en 2 rendez-vous. Normalement, en clinique, ça se fait en même temps. Parce que le patient a déjà des bonnes idées, toi, tu en as, t'as pas. Tu sais, là, c'est comme, je vous présente ça, puis ça a l'air d'une montagne, ça va me prendre 3 jours pour passer à travers tout ça. C'est pas. Puis je le comprends. C'est que quand on va monter quand vous allez faire votre historique de cas, avec l'expérience, avec les modèles que vous connaissez, souvent le patient, vous ne direz pas au patient, dans votre cas, j'ai choisi le modèle Starkey, tel modèle et tout ça. Parfait. Dans votre cas, on y va avec un RIC, on y va avec des coquilles, je vais prendre les impressions de vos oreilles. C'est que là, tu le sais, dans ta tête, tu sais le modèle. Après ça, quand tu fais, tu ne présentes pas au patient, tu vas présenter la couleur, évidemment, si tu as un choix de couleur, tu vas présenter le modèle, mais tu ne présentes pas la marque. Après ça, quand tu as vu le patient, le patient a vu la marque. Ce n'est pas un auto qui achète. Ce n'est pas une Honda, une Volvo, une BM ou une Tesla qui achète. Il vient chercher une prothèse. Fait que, lui, il va s'occuper du modèle de prothèse. La marque, peu de patients connaissent la marque de leur prothèse. Fait que, par la suite, toi, quand tu dis, OK, je vais avec des coquilles, quand on a choisi le modèle RIC, après ça, là, tu vas choisir. Souvent, à la RAMQ, ton choix va être plus limité. Puis, si tu vas en privé, le patient va dire, on s'est entendu sur du milieu de gamme. Après ça, là, tu vas choisir, OK, là, je vais faire ma commande tranquille, après, quand le patient est parti. C'est plutôt dans ce sens-là. Patrice, tu avais la main levée aussi. C'était-tu dans le même sens, la question? Non, j'avais juste oublié ma main. Ah, OK, c'est bien correct. Tu pourras baisser la main à Amélie. Donc, c'est pour ça, ça a l'air beaucoup, mais le patient, on va le guider. Mais ce que j'allais vous dire, c'est que plusieurs manufacturiers nous offrent une possibilité chez Signia, chez Phonak, chez Unitron, d'avoir ce qu'on appelle, chez Signia, ils appellent ça des S-Demo. Chez Phonak et chez Unitron, ils appellent ça des Flex. C'est que ça nous permet de faire tester aux patients la technologie sans que ce soit leur prothèse. C'est-à-dire que c'est un RIC et tu places la gamme de prothèses que tu veux, puis le patient part avec. Il l'essaye pendant 2-3 semaines. Fait que ça lui permet, des fois, tu n'es pas certain de dire, c'est-tu du haut de gamme ou du milieu de gamme que ça y prend? C'est quand même un achat important. Si on passe à du haut de gamme, rechargeable et tout, on parle quand même d'investissement entre 7 500 et 8 000 $, ce qui n'est pas rien non plus. Fait que ça nous permet de faire des fois des expérimentations de prothèses avec des patients. Des fois, les patients ne sont pas convaincus, ça nous permet de le tester. Fait que ça devient intéressant de le tester. Donc, mais je vous dirais, souvent avec le patient, on va choisir quoi? On va choisir 1 ou 2 prothèses, on va choisir le modèle, on va choisir la gamme, on va choisir la couleur. Après ça, moi, quand je suis assis, là, je vais dire, OK, on a besoin de telle chose, c'est ce manufacturier-là, c'est là que je commande. C'est comme ça. Au patient, il ne dira pas, c'est la prothèse Phonak. Là, je sors une nouvelle prothèse, là, la Paradise. Ça va être la Paradise, machin, bidule. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, on se concentre sur le modèle, sur le coquille. Est-ce qu'on va le faire sur dôme? Ça va être vraiment dans cette séquence-là. Bon, évidemment, télécommande, c'est quand même assez important. Est-ce que j'ai besoin d'une télécommande? Est-ce que j'ai besoin du Bluetooth dans la prothèse? Peut-être pas, peut-être que oui. Est-ce qu'on a besoin du téléphone? Est-ce qu'on a besoin par rapport à la télévision? Donc, dans nos accessoires, souvent chez des patients, c'est une télécommande à distance simple. Il y a un plus, un moins d'attitude. Dans certains cas, c'est Bluetooth, on a besoin. Dans d'autres cas, il faut que ça soit relié au téléphone cellulaire, au téléphone intelligent. Dans d'autres cas, j'ai besoin de l'accessoire télé. Et souvent, on est capable de faire. C'est ça. On est capable de déterminer avec le patient. Moi, je vous dirais bien honnêtement, lorsqu'on a fait le tour avec le patient de choisir le modèle, 2 prothèses,
On a choisi la couleur. On y va avec des embouts, avec des coquilles, tout dépendant du modèle. On a besoin d'une télécommande simple ou non. On a fait pas pire le tour avec le patient, en tenant compte de tous les paramètres. Là. Puis par la suite, on fait la commande là, lorsque le patient est parti. Application, est-ce que c'est pertinent? C'est sur Google Play, sur Android, sur Apple. Donc, dans nos télécommandes, on va avoir contrôle de volume, ajustement, masqueur d'acouphènes. Il peut y avoir des applications avec des tests d'audition, mais de plus en plus, on va retrouver avec des applications qui vont être très évoluées, où le patient peut faire des propres ajustements sur ses prothèses auditives. Le patient peut quand même faire beaucoup de choses. Tu peux avoir de la géolocalisation de tes prothèses si tu les as perdues. Tu peux créer tes propres programmes. Entre autres, je sais que chez Starkey, on est capable de le faire, on est capable de le faire chez Widex. Un patient qui va toujours, par exemple, au même Tim Hortons, prendre son café avec sa gang de chum. Ben là, maintenant, on ne s'assit moins dans les restos, mais en tout cas, dans l'ancien temps, quand on est capable de s'asseoir. Puis, moi, j'ai un de mes patients qui dit quand il va avec ses bonhommes, avec ses chums, il allait toujours au McDo prendre un café. Ben, tu es capable de créer un programme qui va s'appeler, par exemple, Café au McDonald's. Puis quand il arrive là, géolocalisation, ses prothèses, lui qui a ajusté pour ce programme-là, parce qu'il est dans ce type de milieu-là, l'application reconnaît qu'il est là et fait les ajustements en conséquence. On est rendu très, très loin. On est capable de faire de l'ajustement à distance avec des prothèses. Durant la pandémie, on en a fait plusieurs, du téléajustement. Donc, l'application nous permet de prendre le contrôle à distance de la prothèse auditive et de faire des corrections dans les prothèses. On est capable de le faire avec Signia, on est capable de le faire avec Phonak, on est capable de le faire avec Widex, on est capable de le faire avec Oticon, on est capable de le faire avec Starkey, on est capable de le faire avec énormément de manufacturiers. Donc, le patient, au lieu de se déplacer, on place l'application dans son téléphone, on crée un profil sur les portails nécessaires et on est capable de prendre le contrôle de sa prothèse. On prend un rendez-vous standard, mais au lieu qu'il soit avec nous, on se voit, comme je vous vois là, par caméra. Et c'est son téléphone qui nous sert de Neuralink, si on veut, comme dans nos bureaux. Fait qu'on n'est pas capable de tout faire, mais on est capable de faire énormément de choses, donc ça devient intéressant. Puis on le fait avec plusieurs patients durant la pandémie, là, quand on était vraiment confinés. On l'a fait avec plusieurs patients. Fait que c'est intéressant, mais ça fonctionne bien. Je vais être honnête, c'est quelque chose qui est le fun. Donc, l'application, est-ce qu'elle est pertinente? Nos aides de suppléance à l'audition, évidemment, système pour le cri du bébé, le téléphone, le détecteur de fumée, la porte, c'est des choses qui sont quand même importantes pour des patients qui, quand ils enlèvent leur prothèse auditive, ils ont une surdité très importante. Donc, c'est important de le placer. Donc, des aides de suppléance, mon Dieu, ma séquence n'est pas bonne. Des aides de suppléance, télévision, téléphone, réveil matin, contrôle d'environnement, détecteur de fumée. Nos fameux questionnaires, COSI, Client Oriented Scale of Improvement. C'est ça que ça veut dire COSI. C'est, en fin de compte, c'est une échelle orientée des améliorations pour le client. On a un autre qui est la FAB, qui lui est très long, qu'on n'utilise à peu près pas. Je vous dirais, les questionnaires maison qu'on va faire sont souvent dérivés des COSI. AFAB, Abbreviated Profile. Vous n'êtes pas obligé de les retenir en passant. Moi, je ne vous poserai pas la question que veut dire AFAB, que veut dire COSI. C'est pas. On a le CAR, ça c'est avec les enfants, le Children's Outcome Worksheet. Ça, on n'en fait pas tant des CAR avec les enfants parce que ça implique également le prof à l'école. Fait que, on va utiliser surtout un questionnaire maison, le COSI, qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus versatile. Et les questionnaires maison, évidemment, puis ils sont tout aussi valides en passant. Dans nos questionnaires, le COSI et la FAB, c'est fait au début et à la fin de l'appareillage. Ça sert à cerner les priorités du patient au nombre de 5. Écoutez, j'ai des patients qui en ont rien que 3, puis c'est correct. Il faut y aller selon les priorités des patients. J'ai des patients qui n'en ont rien qu'une. Tu as beau chercher 2, ils n'en ont rien qu'une. C'est correct, mais on essaie toujours d'en trouver 5. Ça implique le patient dans sa réadaptation. Moi, je trouve intéressant de les faire, ces questionnaires. Il y en a qui ne les font pas, puis c'est correct. Là. Mais moi, je trouve que c'est intéressant de les faire parce que le patient se commet dans des situations qu'il veut améliorer dès le début de son appareillage. Et quand on fait le questionnaire à la fin de l'appareillage, c'est là qu'il constate les améliorations ou non. Et s'il n'y a pas d'amélioration, bien là, comme audioprothésiste, est-ce que j'ai le bon modèle? Est-ce que j'ai fait la bonne intervention? Est-ce que j'ai les bonnes choses? Nous aussi, ça nous permet de valider le travail qu'on fait en même temps. Le patient, il quantifie ses priorités en pourcentage. 25, 50, 75, 95 %. Ça permet à la fin de l'appareillage de les quantifier, de voir l'amélioration.
sais, voyez-vous, là, tu as un type COSI, là, c'est comme ça. Ça vient du questionnaire FANAC, là, pas FANAC à Oticon. Donc, j'ai mis 5 priorités. La télévision est trop forte, faire moins répéter sa conjointe, comprendre ce que ses petits-enfants disent, comprendre au golf, puis comprendre le prêtre à l'église. Son degré de changement, est-ce qu'il trouve que c'est avec la prothèse pire, identique, légèrement mieux, mieux ou bien mieux? Puis son aptitude finale, est-ce qu'il trouve que ça a amélioré de 25, 50, 75, 95 ça lui permet de dire, bien, je trouve la télé trop forte, est-ce que c'est mieux? Ah oui, c'est mieux. Jusqu'à combien? À 75 Le patient, en disant ça, il se dit, OK, ça l'a amélioré à 75 Ça lui permet de prendre conscience de cette amélioration-là. Ça se peut qu'au golf, le vent, ça améliore peu. Mais tu sais, dans toutes ses priorités, puis c'est sur papier, on remplit sur lui, sur papier. Finalement, là, j'ai amélioré 4 sur 5, il y en a 95 Finalement, j'en avais besoin. Je ne dirais pas que ça confond le patient, mais ça le place devant un fait qui, ça fonctionne bien. Voyez-vous, là, malgré les doutes que vous avez eu au départ, ça fonctionne bien. C'est vraiment dans cet objectif-là qu'on va viser. Le AFAB, c'est un questionnaire à questions fermées. C'est long à administrer. Toutes les incapacités auditives sont revues avec le patient. C'est moins utilisé en audioprothèse. Ils vont des fois l'utiliser en CR, en centre de réadaptation. C'est un questionnaire qui est... Écoutez, c'est sur plusieurs pages. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été en physiothérapie. Il y a un questionnaire de santé à remplir au début, là. Moi, je vois même mon patient de 78 ans de remplir un questionnaire qui se fait sur 8 pages. Pour quantifier, c'est pas, le COSI est beaucoup plus facile ou un questionnaire maison est beaucoup plus facile. Le CAR, qui est l'implication de l'enfant, des parents et de l'enseignant, c'est beaucoup plus lourd. On n'aura pas tendance, voyez-vous, là, avec l'enfant, quand on est capable de déterminer les priorités avec l'enfant, l'enseignant va avoir des priorités à faire. Les parents vont en avoir aussi, c'est plus lourd à administrer. Avec les enfants, on n'aura pas tendance à administrer de questionnaires de façon spécifique. Le COSI, on va le faire avec nos patients adultes, nos patients adultes, parce que les besoins sont trop changeants chez les jeunes enfants d'âge scolaire. Et étant donné que l'équipe inter est multidisciplinaire, et là, on est toujours à l'affût des besoins des enfants. Donc, on n'a pas besoin de le faire. On n'est pas en vase clos, on n'est pas tout seul. C'est les différents questionnaires. Il y a d'autres types de questionnaires qui existent. C'est les principaux qui existent, mais dans certaines parties du pays, ils vont utiliser le CAR pour les enfants. Ici au Québec, on est assez proche des enfants avec l'équipe. Fait que on n'a pas tendance à administrer des questionnaires. Je trouve que, personnellement, moi, le COSI, je l'utilise. Je vais vendre ma salade. Je n'ai pas de part dans le système COSI. Là, ça n'a pas aucun rapport. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est un bon questionnaire et qui est intéressant à utiliser. Donc, après la première rencontre, on a dans notre dossier patient son audiogramme. On pourra avoir son impédance métrie si l'audiologiste l'a inscrit sur l'audiogramme, notre historique de cas, notre questionnaire de type COSI ou autre, nos impressions, notre RECD, puis notre choix de prothèse. C'est vraiment ça qu'on a à la fin de notre première rencontre, c'est ça. Par la suite, on va faire le choix de la prothèse. C'est souvent quand le patient est parti, on va prendre quelques minutes pour faire notre commande, mais vraiment, on a accumulé tout ça. Et d'habitude, le premier rendez-vous avec le patient dure à peu près 1 heure. Évidemment, l'audiogramme, l'impédance mètre, c'est fait par l'audiologiste ou fait par l'ORL. On a déjà ces recommandations-là. Notre historique de cas, c'est nous qui l'avons fait. Le COSI, nos impressions, le RECD, c'est nous qui l'avons fait, puis on a fait le choix des prothèses. Donc, normalement, le premier rendez-vous dure 45 minutes, 1 heure. Vous, ça va durer plus longtemps quand vous allez faire ces choses-là parce qu'on le fait de façon très segmentée. Mais la séquence, elle est comme ça. Donc, après notre première rencontre, c'est ce qu'on a à l'intérieur de notre dossier pour faire la sélection, pour aller à notre ajustement. Selon vous, quels éléments du quotidien de votre patient sont importants? Je veux votre idée. Petite discussion de fin de cours. Hein? Vas-y, Dave. En fait, moi, je dirais que c'est son entourage. S'il est souvent dans le bruit, les activités qu'il pratique, s'il fait du sport puis qu'il vente beaucoup, ben, ça pourrait être bien de peut-être réduire le bruit là, du vent ou
ou des trucs comme ça. Sinon, ben, tu sais, c'est comme s'il vit à domicile, tu vas pas faire les mêmes ajustements que s'il vit dans admettons, les résidences de personnes âgées, parce que là, tu sais, il va y avoir plein de monde lors des soupers, fait que ça peut être plus difficile là, si tout le monde parle en même temps. Puis, tu considères plein de choses comme ça, là, je pense. Là. Non, tout à fait, exactement. En fin de compte, c'est que les éléments du quotidien du patient sont différents selon son âge, selon où il habite, selon ses activités. Donc, c'est pour ça que notre historique de cas doit être le mieux documenté possible pour répondre au plus possible. Tu sais, j'en reviens souvent parce que je joue au golf, fait que je reviens souvent au golfeur puis ils vendent tout le temps sur un terrain de golf. Tu sais, quelqu'un qui joue au golf, c'est un de ses loisirs importants, ben, il faut en tenir compte avec un algorithme de bruit de vent. Mon patient écoute la télé, ben, il faudra peut-être penser à une boîte télé. Ses besoins dans notre historique de cas doivent être vraiment circonscrits d'une façon importante et doivent être bien déterminés. Et c'est là qu'on va, je vous dirais bien honnêtement, c'est que tous les éléments sont importants, c'est que ça dépend du patient. C'est ça le but c'est la réflexion qu'il faut avoir au bout de la course, c'est est-ce que j'ai tous les éléments nécessaires à mon patient pour qu'on puisse... ils sont tous importants, mais ils sont importants dans le quotidien de cette personne-là. Donc, il faut être en mesure de les faire ressortir à notre historique de cas. C'est pour ça que dans le type de questions qu'on va poser, ça va être des questions de type ouverte et non de type fermé. Comme je disais au début, les patients sont des patients, il y en a qui vont être verbomoteurs, qui vont tout vous raconter. Donc, ça devient très, très simple. Chez d'autres patients, il faut aller tirer les verres du nez. Il faut vraiment y aller. Et la pire chose qui va arriver, c'est que le patient vient accompagner et c'est l'accompagnateur qui répond aux questions. Et ça, il faut toujours essayer de diriger la conversation toujours vers le patient. Souvent, quand c'est une maman qui vient avec sa fille ou avec son fils, « Ben oui, maman, tu le sais, la téléphone. Ben oui, maman, tu sais, au téléphone. Ben oui, maman, tu sais. » Fait que, on a une catégorie de gens âgés qui sont, comment je peux vous dire ça, qui sont très, très dépendants de leurs enfants et ils vont souvent se laisser guider beaucoup par leurs enfants. Il faut quand même faire attention pour être sûr que la personne est bien d'accord avec ce qui est rapporté. Oui, Patrice? Oui, à la slide, après la première rencontre, les points 3 et 4, histoire de cas et COSI, c'est un peu la même chose? Bien, en fait, ton historique de cas, c'est tout ce que tu as fait avec tout ton questionnaire. Et le COSI, c'est la priorisation, les priorités du patient. Ah. C'est deux feuilles différentes. Parfait. Puis, une autre question qui n'a pas rapport, on a reçu plusieurs textes scientifiques à lire dans les ressources. Oui, je vais y faire référence au fur et à mesure, parce que je les ai toutes mis dans les ressources. OK, au fur et à mesure qu'on va en parler. Okay. Oui, c'est ça. Comme la prochaine fois, on parle des méthodes prescriptives, il y a un texte qui s'y rapporte, on va y référer à ce moment-là. Je vais en parler au fur et à mesure, parce que là, je les ai toutes mis en vrac dans les ressources pour être sûr de ne pas en oublier. Mais on va y arriver. Puis Daniel va y faire référence aussi de temps en temps. Là, fait que c'est comme en vrac. Fait qu'il n'y a pas d'obligation à les lire au départ. Donc, c'est ça. Donc, les éléments, notre historique de cas, c'est vraiment comment je peux dire ça? C'est notre base. Et c'est là-dessus qu'on va travailler avec le patient. Et ça, c'est évolutif. Hein? Lorsqu'on va faire le renouvellement d'une prothèse auditive, ben, l'historique de cas, il faut le refaire parce que les besoins du patient peuvent avoir changé. Il a déménagé, son conjoint, sa conjointe est décédée, ses enfants sont partis de la maison, il a arrêté de travailler, il a pas fait tout ça, c'est pas statique. C'est pas statique. Même au renouvellement, ça va arriver que durant la période de l'appareillage, il a cessé de travailler, il a été malade. Ses besoins ont changé, il faut évoluer à travers ça avec lui. Et c'est pour ça qu'on les voit régulièrement. Donc, dans la solution auditive, c'est qu'au-delà des prothèses auditives, quel accessoire de connectivité va être bénéfique au patient, toujours proposer des solutions auditives complètes et adaptées. On ne fait pas un choix pour le patient. Moi, j'ai tendance à dire à mes patients, si je vous présente un buffet et vous choisissez ce que vous voulez dedans, c'est ça qui est disponible pour répondre à votre besoin. On aurait besoin de ça, ça, ça. Mais le patient, c'est toujours lui qui est maître de la situation à travers ça. Toujours placer le patient au centre de l'intervention, c'est toujours lui qui choisit.
même si le choix qu'il fait ne nous apparaît pas le plus optimal, ça demeure son choix. Donc, tenir compte de ses préférences, avoir des attentes réalistes. Et ça va vous dépêtrer si vous expliquez au patient les attentes qu'il doit avoir. Au départ, on dit toujours la phrase suivante au patient, ou on la répète souvent, « Je ne vous donne pas des oreilles neuves ». Le patient, on doit créer des attentes réalistes. Ça serait simple comme audioprothésiste de leur dire, M. Pelletier, prothèse haut de gamme, ça va régler tous vos problèmes. Première chose que vous allez savoir, il va être dans votre bureau en train de chialer parce qu'il a payé 6 800 $, il a payé 7 500 $. Ça ne règle pas tous ses problèmes, puis il va avoir raison de se plaindre. Donc, d'avoir des attentes réalistes par rapport à son IMDS. Il n'y a pas une IMDS qui est très forte. Il y a des sons qu'il n'entendra pas. Toujours placer le patient au centre d'intervention, il y a ses préférences, mais qu'il ait des attentes réalistes. S'il y a des attentes irréalistes, et ça serait facile, on vend des prothèses auditives. C'est nous autres l'expert en prothèse. On connaît ça, c'est notre travail. Ce serait facile de dire ça va faire, ça va faire. Des patients déçus, on en voit, malheureusement, parce que les attentes sont mal contrôlées par les audioprothésistes, et ça, c'est notre travail. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas des oreilles neuves, comme je vous disais, c'est super important. Donc, attente réaliste, pas des oreilles neuves, et ça, c'est dès le départ, il faut avertir le patient. Super important. Pas de cours la semaine prochaine, ça fait du travail, fait que vous allez pouvoir dormir la semaine prochaine, 8 heures, pas de trouble, vous ne verrez pas. Prochain cours, 14 septembre, on commence les méthodes prescriptives. Il y a d'ailleurs un texte, comme tu disais, Patrice, dans les ressources sur les méthodes prescriptives. On va y revenir. On va en reparler. Vous n'avez pas de lecture à faire de façon spécifique là, pour le prochain cours qui va être le 14 septembre. Bien, voyez-vous, on est pile à l'heure. Je pensais que j'aurais trop de diapos cette fois-ci. Avez-vous des questions avant qu'on se quitte? Ça a bien été ce matin. Je n'ai pas été trop rapide. Si vous avez des questions, de toute façon, comme je vous ai dit durant la journée, le cours de la semaine passée et le cours de cette semaine, je vais le mettre dans les ressources de Zoom. Donc, vous allez pouvoir les réécouter si ça vous intéresse. Questions, ne vous gênez pas. Vous m'écrivez. Colnet, il n'y a pas de trouble. Soyez pas gênés. On se revoit dans 2 semaines. N'oubliez pas, d'ici la fin de la journée, pour les équipes, j'ai reçu une équipe, donc n'oubliez pas de m'envoyer ça d'ici la fin de la journée. Puis quand on se reverra le 14, où je vous enverrai le tableau des équipes formées et manufacturiers qui seront dédiées. Oui, Amélie? Les modalités pour ce travail-là, on va les avoir quand, de façon plus... Quand les équipes, je vais vous donner le travail, je vais vous donner la feuille technique là, de façon spécifique. Puis ça, on va l'avoir quand environ? Normalement, théoriquement, les équipes vont être formées. Je vais vous le présenter le 14. Je vais vous donner le document technique le 14. Parfait. C'est bon? Autre question? C'est bon? Je vous souhaite une très bonne journée, très bon lundi, très bonne semaine. Et nous, on se revoit dans 2 semaines. Merci, bonne journée. Ça fait plaisir. Au revoir. Merci, bye.